Bonsoir. Des pluies diluviennes, un éboulement et puis le drame. Le Cameroun est de nouveau endeuillé. 37 morts, plusieurs dizaines de disparus ce jour. Des familles sinistrées, certaines dormiront peut-être à la belle étoile. C'est à Bafoussam, l'assistance s'organise tant bien que mal. Des membres du gouvernement, en tête desquels le ministre de l'administration territoriale, celui de la décentralisation et la ministre de l'Habitat et du développement urbain sont sur les lieux. On en parle ce soir, mais davantage pour interroger les mécanismes de prise en charge. Vous le savez, la ville de Bafoussam subit donc ce drame. Second axe des échanges, l'assurance santé au Cameroun, que peut-on en dire? On fera l'état des lieux de cette problématique en interrogeant les freins à une couverture de qualité favorable au plus grand nombre des populations. Que pensent les assureurs du projet gouvernemental Couverture Santé Universelle, les perspectives de l'assurance santé au Cameroun, les nouvelles initiatives des assureurs pour réduire le gap? Voilà résumé les quelques axes qu'on va développer avec nos invités. Son cadre, c'est une habitude. Ce sont des visages nouveaux dans cette émission. D'abord, le docteur Jules Djebet, il est le président du syndicat national des médecins des médecins privés du Cameroun, le SINAMEC. Il est là ce soir, évidemment, parce que ce syndicat a largement travaillé sur ces questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, juste dans la diagonale, de l'autre côté, on a Edmond Junior Djemba. Il est cadre d'assurance, travaille ici à Douala. Évidemment, c'est quelqu'un qui est au quotidien en contact avec ces questions. Bonsoir, Edmond Junior. Bonsoir, bonsoir. Merci également d'être là. Merci à vous. Juste en face de vous, Martin Kingen, État-main expert en digitalisation des processus. Bonsoir, Martin. Bonsoir, monsieur Lipita. Merci également d'être venu. Le plaisir est partagé. Et puis le dernier invité, ou du moins la dernière personne à présenter ce soir, Nicolas Ouéa. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, monsieur Lipita, et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes commercial dans une entreprise d'assurance de la place. Merci également d'être venu. À vous également, je dis merci d'être nombreux à regarder cette émission. Derrière la transition, on va donc faire la première pause. On dira un mot sur ce qui se passe à Bafoussam en ce moment. Peut-être d'abord une réaction, la réaction du citoyen que vous êtes, que nous sommes, devant un tel drame. Je l'ai dit, jusqu'à 17h, on annonçait 37 morts. Le bilan va certainement, ou pourrait certainement évoluer. Il y a plusieurs dizaines de disparus, plus d'une cinquantaine. C'est un éboulement qui a eu lieu à Bafoussam aujourd'hui. Martin, une réaction déjà d'entrée? Ok, ce qu'il faut dire face à ce drame, c'est que comme d'habitude, les drames passés, ça pose une double problématique. Une problématique d'urbanisation et une problématique de responsabilité des autorités en charge de la gestion de nos cités. Donc, on peut regarder aujourd'hui, on parle de Bafoussam, mais ça peut arriver partout au Cameroun. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les plans d'urbanisation qui existent, même dans des cités qui n'en ont pas, il y a des zones réputées dangereuses, parce qu'il y a ces risques d'éboulement, il y a des risques de sinistres avérés, mais il y a toujours ce conflit entre appliquer la loi par la force et gérer le désagrément social. Répondre aux besoins. Voilà. Et c'est là où la frontière est très étanche entre ces problématiques. Mais je pense que pour le moment, nous ne pouvons que déplorer ce qui est arrivé. Il y a des pertes en vies humaines, il y a des dégâts matériels, certainement. Et le temps de faire l'évaluation concrète de ce qui s'est passé, tout en espérant qu'une fois de plus, ça attire l'attention des responsables en charge de la gestion de la cité. Nicolas. En fait, moi je pense que il faut vraiment, si on n'était pas dans une émission télé, j'aurais demandé vraiment une minute de silence. Moi j'adresse d'abord aux familles éprouvées. Vous parliez tout à l'heure de 37. En partant de chez moi, j'ai jeté un œil au journal, on en était à 42 de corps trouvés. Je pense malheureusement que vu la difficulté du terrain, ça ira en croissance. Et c'est là toute la difficulté. Donc moi j'adresse vraiment d'abord toutes mes condoléances aux familles. Et j'ai du mal parfois à faire des commentaires après ce genre de difficultés sociales que vivent les Camerounais. Parce qu'on est permanemment en train de chercher les responsables, alors que nous sommes dans une nation, nous sommes dans une république. Et pour moi la responsabilité, elle est simple.
il appartenait à l'État de prévenir. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, moi j'aime bien les comparaisons parce qu'aujourd'hui dans des nations organisées, ce genre de choses arrive, mais on prévient ce genre de choses parce qu'aujourd'hui on a des satellites, on a des études de sol, on a des techniciens de mairie, de collectivités décentralisées qui suivent ce genre de choses. Donc moi je ne ferai pas plus de commentaires que ça. Je reste à côté de ces familles-là qui ont mal et qui auront mal pendant longtemps. Parce qu'on connaît la ville de Bafoussam. C'est pas une ville où on va trouver un gymnase pour loger les gens, c'est pas une ville où on va trouver un stade pour loger les gens. Juste un petit commentaire, c'est que c'est une ville choisie pour la CAN. Absolument. Voilà, donc je m'arrête là, M. Dipita. Edmond Junior. Oui, c'est une situation très difficile, en effet. C'est déplorable. Je pense que nous devons juste tous rester concentrés, prier pour ces familles éprouvées et essayer de retrouver les disparus. Je pense qu'il y a une 150aine quand même qu'on n'arrive pas à retrouver jusqu'à présent. Les autorités, les environnants, c'est-à-dire la population, il faut que tout le monde se mette à pied d'œuvre pour pouvoir effectivement traverser cela. Et voilà, nous sommes de tout cœur avec eux. Docteur. Moi, je trouve que c'est un drame. C'est un drame humain. C'est-à-dire que une vie perdue, c'est une vie de trop. C'est-à-dire que c'est un mort de trop quand il y a un mort. Et ici, il y a des dizaines de morts et des dizaines de disparus. Donc, je ne peux que déplorer et me mettre à la place des familles qui ont perdu les leurs, qui ont tout perdu et qui se retrouvent dans la nature. Je ne reviendrai pas sur les analyses écologiques, des causes. Maintenant, moi, c'est l'œil du médecin. Absolument. Le médecin qui doit porter secours à des personnes en difficulté. Et ici, c'est véritablement le lieu d'appliquer les techniques de médecine de catastrophe qu'on lit généralement dans les livres et qu'on croit que ça n'arrivera jamais près de nous. Et donc l'assistance à ces personnes-là qui sont désemparées, qui se trouvent sans toit, et au cas où on venait à trouver des survivants, leur porter secours très rapidement sur les lieux, c'est-à-dire que... Justement, je veux un peu savoir. Je veux dire qu'il y a par exemple des jeunes, des enfants qui ont perdu leurs parents. Certainement que dans les premières minutes, les jours d'après, ils doivent au moins avoir une assistance psychologique. Est-ce qu'on a un dispositif capable d'accompagner des victimes comme celle-là? Nous avons des techniciens, nous avons des experts, donc des psychologues assermentés qui peuvent tout à fait accompagner les familles dans ce type de situation. Encore faut-il que des cellules se mettent en place assez rapidement, parce que je crois qu'il n'y a pas une cellule permanente de suivi psychologique des victimes, puisque nous n'avons pas souvent ce type de catastrophe. Dans des pays où il y a des séismes réguliers, ce type de cellules existe et très rapidement on vient en aide aux familles. Ici, Bafoussam est une grande ville qui a des spécialistes, qui a sûrement des psychologues, et donc il revient au délégué régional de la santé publique qui se trouve sur place d'organiser tout ça, et je pense qu'ils sont assez outillés pour le faire. C'est une situation dramatique qui interpelle tout le personnel soignant, toute la République, toutes les bonnes âmes. Nicolas, au niveau de votre spécialité, la prise en charge des sinistrés, je veux dire, comment est-ce que elle s'organise? Évidemment, on va certainement amplement parler tout à l'heure quand on va voir les statistiques en termes de couverture santé. Je prie pour qu'il y en ait assez, mais je présume que, au regard de la ville, du contexte et tout, beaucoup pourraient ne pas avoir une assurance qui puisse leur permettre d'être rapidement pris en charge, forcément sans moyens. Vous, à ce niveau, comment ça s'organise? En fait, il y a deux choses qu'il faut dire dans le métier. Les assureurs savent faire ce genre de choses. Encore une fois, je pense que si on est sur ce plateau aujourd'hui, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce que notre pays prend toujours du retard sur ce genre d'action. La première chose, vous verrez, dans tous les pays organisés, il y a ce qu'on appelle des fonds d'accompagnement, ou alors des fonds constitués par des assureurs, par les impôts, par l'État,
qui sont des fonds qui sont là en cas de catastrophe. Vous avez vu que 2 ministres sont allés sur le terrain. Leur rôle, c'est de rencontrer les techniciens, discuter de ce qui s'est passé et déclencher cette zone de catastrophe. Et après, les assureurs, derrière, vont indemniser selon un processus qui est organisé. Nous sommes dans un pays où nous faisons un métier qui est très bien régulé d'ailleurs, mais on a du mal à mettre en place des fonds. Les assureurs en parlent tous les jours, hein, les fonds pour l'automobile, les fonds pour les catastrophes. Toutes ces choses existent et peuvent être mises en place. Et ces fonds sont là. En cas de catastrophe, on réagit. Maintenant, en tant qu'assureur, il y a des personnes, elles ne seront pas nombreuses, vu la zone, qui ont des assurances. Il y a quelques personnes qui ont des assurances maladie. Je veux dire, quelqu'un qui habite dans ce coin-là, qui devait aller à l'école demain, qui a un papa qui travaille, je ne vais pas citer les noms d'entreprises, aux brasseries du Cameroun, voilà, il a une assurance et ses ascendants ont une assurance. Il est pris en charge dans une structure hospitalière de façon simple et puis les assureurs remboursent. Où il y va, on prend un bon de prise en charge et on est pris en charge. Mais, je redis encore, pour ce genre de catastrophe, comme celle des ECA, comme celle de... parce qu'avant les ECA, il y a eu Maniaï, où le pont avait... Voilà, donc toutes ces choses sont organisées aujourd'hui dans le monde. Je crois que c'est le docteur qui parlait de pays où il y a des catastrophes permanentes, comme au Japon. Oh oui. Ici, on sait faire. On a des compagnies qui savent faire. Et même si elles ne savent pas faire, on parlera de notre métier tout à l'heure, on a des réassureurs qui savent faire, qui savent accompagner pour ce genre de catastrophe. Mais maintenant, l'assureur, il faut le retenir pour tout le débat qu'on aura aujourd'hui. Hein. Il est difficile pour un assureur d'assurer un risque certain. Parce que quand vous allez habiter dans un endroit dont tout le monde sait que l'endroit est interdit, c'est ce qu'on appelle chez nous un risque certain. Donc on ne vous prendra pas en charge. Alors il faut néanmoins préciser que le ministre de la décentralisation a débloqué plus de 100 millions de francs pour évidemment les premières assistances, déjà aux sinistrés, mais également aux équipes de secours qui sont venus intervenir souvent, pas forcément avec les moyens adéquats. Martin, toujours dans ce principe d'encadrement, d'accompagnement, d'assurance, je veux dire, y a-t-il je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre jargon, une catégorie, une assurance, un type d'affiliation spécifique pour ce genre de catastrophe? Ce que je veux dire, c'est d'abord, à la suite du docteur, c'est que l'État lui-même est organisé à travers une direction qui s'appelle la direction de la protection civile. Absolument. Qui est logée au ministère de l'administration territoriale, qui a dans ses missions, n'est-ce pas, la gestion des catastrophes. Ça, on a vu cette direction se déployer lors de l'accident des ECA, par exemple. Alors, cette direction, en accord avec les autorités locales, c'est-à-dire gouverneurs, préfets et tout le reste, monte donc en charge pour mettre en place un dispositif, permettant de circonscrire la catastrophe. Dans ce dispositif, on peut retrouver donc l'accompagnement psychomédical, on peut retrouver l'accompagnement logistique, on peut retrouver donc le recasement, bref, toutes les problématiques issues des conséquences de la catastrophe. Maintenant, pour parler des assureurs, je tiens à dire que dans la quasi-totalité des contrats assurance santé, vous allez voir dans les rubriques des exclusions, on précise toujours que les catastrophes naturelles, etc., ne font pas l'objet. Et vous allez vous rendre compte que dans le type de drame que nous vivons aujourd'hui à Bafoussam, ce sera la mainmise de l'État, principalement, qui va intervenir en termes d'assistance aux sinistrés. La quasi-totalité des contrats d'assurance, dans les exclusions, précise bien les catastrophes naturelles, guerres civiles et autres. C'est pour dire que dans le cas de ce drame que nous vivons aujourd'hui, tout comme celui des ECA, pour revenir un peu à l'accident des ECA, la problématique assurance qui se posait était relative à l'assurance des transports. Attention. Et qui a pour conséquence le corollaire sur les personnes transportées. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a un contrat de transport, qui est assumé, par le transporteur, et dans ce contrat, il est prévu qu'en cas d'accident, c'est la même chose dans le taxi, voilà, c'est la même chose. Où est-ce que je veux dire en termes de partage de responsabilité. Alors, c'est un peu différent
de cette situation que nous vivons aujourd'hui, où c'est un ébroulement, c'est ça? Absolument. Voilà, qui crée des dégâts. Voilà. Donc l'État va jouer son rôle régalien à travers donc cette direction logée au MINAT, avec l'appui des autorités locales pour circonscrire tous les effets, relatifs à cette catastrophe. Vous avez ajouté sur les mécanismes de prise en charge des sinistrés? Oui, je veux dire, alors moi quand je regarde la situation globalement, les familles, vous avez dit tout à l'heure, hein, il y a des enfants qui vont se retrouver sans parents. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait de manière concrète? Je veux dire, il y a un sérieux problème déjà de prise en charge au Cameroun, d'assurés. Donc les Camerounais, quand vous regardez les taux d'assurés, vous êtes autour de quoi? De 2%. Ça s'empire clairement avec ce type de situation. Donc vous aurez des parents qui sont passés par là, donc ils sont passed away comme on dit en anglais, qui sont morts. On parlait d'assurer, c'est assurer maladie ou assurer? Assurer globalement, parce que même comment je vais dire, la MRH, voilà, assurance habitation et TCRA, voilà, la couverture en question ne prendra pas ça en charge. Parce qu'effectivement, c'est une catastrophe suffisamment naturelle et suffisamment, voilà, pas subite, je veux dire, Donc, c'est un réel problème qui, globalement, nous permettrait de nous reposer des questions de manière spécifique. Et je pense que, dans le détail de ce qu'on verra aujourd'hui, on essaiera de trouver des solutions à cela. Et probablement, les assureurs aussi, ils ont un gros rôle à jouer dans le secteur privé. Pas que l'État. Le rôle régalien de l'État, il est clair, mais les assureurs, qu'est-ce que l'État peut-être fait derrière pour leur donner suffisamment la main pour aider la population et surtout les défavorisés à sortir de cette ombre-là? Nicolas? Bon, moi, tout à l'heure, je disais que dans ce type de catastrophe, je garde toujours le visage ferme. Il y a un type de commentaire extrêmement, un angélisme à la camerounaise, moi qui me choque souvent. Docteur Djibet est là. Je ne pense pas que, à mon sens, il y a un plateau technique sérieux à Bafoussam pour accueillir des catastrophés dans ce genre de cas. Je pense que tout le Cameroun entier a vu l'hôpital des Écarts quand on est allé le visiter. Donc je pense que, moi je dis vraiment, prions pour ces gens-là. Et moi, je pencherais plutôt, M. Dipita, pour un fonds. Si votre chaîne STV peut lancer, non, un appel à citoyens, hein. Moi, je suis prêt à contribuer, quoi. Parce que bon, cet angélisme qui veut que M. King, que je respecte beaucoup, vous dit la direction de machin est logée, on sait que tout ça n'existe pas, M. King. Non, mais disons c'est des organigrammes qui sont fabriqués, que les Camerounais connaissent. Mais vraiment, je ne sais pas quel engin ils ont, je ne sais pas quel support ils ont. Soyons pour ces gens. Non, je veux dire, nous sommes au Cameroun et nous n'allons pas nous retrouver subitement aux États-Unis ou à Singapour. Donc nous sommes au Cameroun, il y a une catastrophe comme celle-là. Je pense que naturellement, nous avons l'armée, nous avons des structures, des sapeurs-pompiers, donc des organismes capables de mettre sur pied un hôpital de campagne, mobile, très performant pour prendre en charge s'il y avait énormément de blessés, pour les prendre en charge sur place, parce qu'il serait illusoire de penser qu'on va transporter, évacuer tout le monde, par exemple vers Yaoundé, parce que comme disait Nicolas, il n'y a pas un plateau technique suffisant à Bafoussam pour prendre en charge un afflux de blessés et de personnes sinistrées à ce point-là. Mais il y a moyen de mobiliser des expertises, de mobiliser même du matériel, justement, et de monter très rapidement une structure. Ça me permet de demander, restez avec le docteur, vous allez finir cette première phase. Quand on arrive, quand vous, médecins, vous arrivez sur ce genre de lieu, de quel type de séquelles, je veux dire, je vais le mot pour me faire comprendre, de séquelles vous attendez à découvrir. Je veux dire que, à la limite, quelles sont même les premières interventions, les premiers gestes de secours qu'il faut... les spécialistes qu'on devrait amener,
très rapidement sur les lieux sont les urgentistes, les réanimateurs et surtout les chirurgiens traumatologues, les chirurgiens en général, mais surtout les traumatologues, parce qu'on va être confronté à beaucoup de traumatismes, des fractures, des contusions, des patients qu'il faudra amputer. Malheureusement, et qui dit grosse intervention, dit grosse anesthésie, ça dit suivi après l'intervention, c'est-à-dire des soins de réanimation. Donc il faut tout un ensemble tout un ensemble de personnel qualifié qui se porte sur les lieux pour venir en aide à ceux qui sont déjà sur place, parce que ne minimisons pas non plus la capacité des médecins qui sont sur place. Il y a beaucoup de spécialistes maintenant à Bafoussam, mais ici évidemment c'est une catastrophe. Donc on arrive sur place, les premiers médecins qui arrivent sur place ont pour devoir de faire le tri, c'est-à-dire qu'il faut trier les cas par ordre de gravité. Exact. Quels sont les malades que l'on peut même gérer sur place, qui sont légèrement atteints, quels sont les malades traumatisés, pas suffisamment graves pour être pris en charge localement dans les hôpitaux qui sont réquisitionnés sur place, et quels sont les malades qu'il faut évacuer hors de la ville, ou alors s'il y a suffisamment de malades graves, monter sur place un hôpital de campagne pour pouvoir les prendre en charge. Mais encore une fois, dans des pays organisés, tout ça est écrit. C'est-à-dire que tout ça est écrit dans un plan, comme le plan Orsec, c'est-à-dire un plan bien connu, tel que lorsque survient la catastrophe, il s'agit tout simplement de mettre en place le mécanisme, le process qui est connu. Donc, c'est même très facile, parce que tout le monde n'est pas d'astreinte en même temps. La catastrophe arrive en pleine nuit, mais quand il y a un plan catastrophe, on sait que tel médecin, tel infirmier, tel ambulancier sont rappelables. Et ils savent où est-ce qu'ils doivent aller. Il y a quelqu'un qui doit coordonner, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire on gagne du temps quand tout est écrit. Sous réserve évidemment du niveau de la qualité du plateau technique, il faut quand même dire que Bafoussam a un hôpital régional. Oui, tout à fait. Je vous laisse réagir. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est juste une observation. C'est-à-dire, je m'inscris particulièrement en faux à cette attitude que je qualifierais de sadomasochisme, qui consiste à éprouver un plaisir à l'autoflagellation de son pays et tout le reste. Je n'entre pas là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que le Cameroun, c'est le Cameroun. Nous n'avons pas, l'expérience liée à la fidélité des catastrophes comme le Japon, qui permet de développer des réflexes d'assistance en urgence et tout le reste. Il faudrait qu'on fasse attention. Et de deux, le Japon également a été vous savez, les comparaisons, lorsqu'on fait des comparaisons, dans les pays organisés, dans les pays, écoutez, le Cameroun sur le plan médical, que ce soit sur le plan de la qualité de la carte de santé, est loin d'être un dernier pays, attention. Je vais poursuivre. On n'a jamais dit ça. Oui, non, c'est ceux qui font des comparaisons, qui trouvent un plaisir à faire des comparaisons avec des pays fidèles à la catastrophe pour juger ce qui s'est passé à Ezeka et tout le reste. Il faut bien qu'on se remette dans le contexte. Nous sommes le Cameroun avec nos insuffisances, avec nos moyens et nos capacités. Aujourd'hui, je le redis, il y a une direction que je précise très efficace au ministère de l'administration territoriale qui a fait ses preuves. Pas seulement la catastrophe des Ezeka. Moi particulièrement, j'étais encore un peu plus jeune, mais j'ai vu l'intervention au lac Mios. Donc je pense que quand on parle, on se retrouve en télé pour parler, il faut avoir un minimum de culture des effets de ces institutions même. Alors ce que je voulais dire, c'est que oui, le niveau du plateau technique, c'est une question, mais comme le docteur vient de dire, la procédure de tri, qui est un process d'urgence médicale, permet tout de suite, dans pareilles circonstances, de sélectionner et d'évacuer les cas les plus complexes. Et si vous vous souvenez, parce que des gens font souvent, je ne sais pas si c'est de l'amnésie, le Cameroun a reçu même en termes de dons, y compris de la Russie, si vous vous souvenez quand on a commencé à faire face aux difficultés liées à Boko Haram, un ensemble de matériel médical technique destiné aux urgences. Je crois que c'est l'occasion peut-être de l'utiliser.
Ok, on va momentanément mettre un terme à cette première partie, parlant de Bafoussam. La catastrophe, elle a eu lieu aujourd'hui, donc tout au long de la semaine, on aura le temps, évidemment, de vous rendre compte de ce qui se passe là-bas. Et dans nos éditions de débat, les autres, peut-être cet hebdo, dès dimanche, on en parlera davantage, avec beaucoup plus de recul et d'éléments un peu plus consistants pour voilà, faire une évaluation et puis une spéculation sur les conséquences à venir. Transition et on passe au thème principal de ce soir. Parlons donc de la couverture santé pour en comprendre les enjeux. J'ai bien envie de demander, je ne vais pas demander aux assurants comme aux docteurs, qui sont ceux qui sont assurés sur le plateau. Je présume que plus de la 95-98% sur ce plateau, c'est bien le cas. J'aurais pu vous demander je vous poser la question à la maison, l'émission n'est pas interactive ce soir. Mais je vous demande quand même, de toute façon... C'est à nous de vous demander. Bon, rassurez-vous pour moi. J'ai trouvé une technique quand même pour le faire. Mais disons qu'il y a un accès plus flexible maintenant. Les individus peuvent le faire également. Et Dieu merci, j'ai la grâce d'être de ces privilégiés. Cela dit, est-ce qu'on peut faire une évaluation, peut-être chiffrée, si c'est possible, sur la base des données que vous avez peut-être sans forcément trahir le secret professionnel, en termes de population, quelles sont les catégories sociales, éventuellement, je veux dire, en termes d'âge aussi, les personnes, les secteurs d'activité, on peut en parler. Bref, que peut-on dire si on fait un état des lieux en termes de couverture santé au Cameroun aujourd'hui? Je commence peut-être par vous, Edmond Junior. Merci, Monsieur Dipita. Je pense que on est dans un pays qui est encore classé parmi les 10 pays à forte mortalité au monde. C'est très important de le préciser. Ce qui s'est passé le 10 octobre dernier à Lyon le démontrer à suffisance. La levée de fonds pour le Fonds mondial requis par le président Macron à hauteur de 14 milliards de dollars par tous ces pays qui étaient présents. C'était effectivement pour lutter contre le palu, la tuberculose et le sida. Les trois principales pathologies qui minent. Et vous vous rendrez compte que plus de 435 000 personnes meurent chaque année en moyenne en Afrique à cause du palu, encore du palu. C'est la plus forte cause de mortalité. On est dans une zone tropicale, c'est la situation. Maintenant, pourquoi ils en meurent? C'est ça la grosse question, parce que pourquoi ils continuent de mourir? On sait comment soigner le palu, on sait comment le prévenir, on sait ce qu'il faut mettre en place. C'est parce qu'il y a très peu de personnes qui ont les moyens de se faire soigner. Très peu de personnes qui peuvent se lever étant malades et aller de manière assurée se faire soigner dans une formation sanitaire et avoir des soins de qualité. Donc au Cameroun particulièrement, vous avez plus de 12 000 personnes qui meurent chez eux sans aller à l'hôpital à cause du palu. Et le même volume de personnes qui meurent en allant à l'hôpital, mais certainement de manière tardive, et parce qu'ils n'ont pas les moyens de soigner ce palu-là. Donc le taux, il est très faible. Actuellement, vous avez moins de 500 000 personnes qui bénéficient d'une assurance santé au Cameroun, sur les 25 millions de personnes. Wow. C'est très criard. C'est très criard. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un plan. Voilà. Je vais peut-être les autres d'abord. Voilà, on va bien sur qu'est-ce qu'on fait tout à l'heure. Oui, je comprends. C'est-à-dire que mon voisin de gauche parlait tout à l'heure de pessimisme. Il ne faut pas non plus sombrer. Il ne faut pas catastropher. Oui, dans un pessimisme, dans ce qu'on appellerait de l'autoflagellation, vraiment. Il y a un groupe technique qui a été mis en place il y a quelques années, en 2015, pour plancher sur la CSU, la couverture santé universelle au niveau du Cameroun. Et d'après les chiffres qui en sont sortis, il y a à peu près 6,5% de la population camerounaise qui est couverte d'une manière ou d'une autre, qui a une protection sanitaire ou sociale. C'est pas toujours à 100%, mais les chiffres de 500 000 nous renverraient donc autour de 4 millions par là.
Si on a 25 millions, 6,5, c'est sensiblement... Non, beaucoup moins. Ouais, un peu moins, disons 3 millions et plus. Oui. Si on a 25 millions, 6%. Non, si on est... Vous n'avez même pas 2 millions. Si on est 10%, c'est 2 millions. Exact. 2 millions si on est 10%. Quand on est 6%, ça veut dire qu'on est... Vous êtes autour de 1 million et demi. Un peu moins d'1,5 million de personnes, pas 500 000 comme il l'a dit. Donc, ils sont couverts, soit par une assurance privée, soit par une mutuelle, parce que les parents travaillent. Mais ce n'est pas la couverture universelle, comme le chef de l'État l'a recommandé, et comme le groupe technique est en train de travailler pour que tout le monde à peu près soit couvert à un niveau ou à un autre. Aujourd'hui, seules les personnes assurées dans le privé ou quelques personnes organisées en mutuelle, certains fonctionnaires sont réellement couverts par la maladie. Le reste, c'est les ménages qui pourvoient. Et il y a des hôpitaux confessionnels, des hôpitaux publics capables de prendre en charge les patients pour un paludisme à faible coût. Donc je pense qu'il y a aussi un problème d'éducation, d'information qui fait que certaines personnes se retrouvent à aller fréquenter des centres de santé non conventionnels ou alors des médecins. Absolument. Parce que quand il dit que les gens ils meurent chez eux, c'est vrai qu'il y a de la pauvreté, mais il y a moyen de se faire soigner au Cameroun à vil prix. À vil prix, dans des structures simples, confessionnelles et même publiques, parce que sinon nous serons tous... C'est le grand nombre. Ce que je voudrais dire, monsieur Lipita, c'est que clarifions d'abord la question. Absolument. Parce que la couverture, lorsqu'on parle de couverture, c'est un peu générique et bien plus large. Okay. La question que vous avez posée était relative au nombre de personnes assurées au sens technique du terme. Si on est d'accord là-dessus, on continue. Les options de couverture, comme le disait le docteur, sont multiples, variées et même souvent informelles. Vous avez des associations au quartier qui font des tontines. C'est des formes de couverture, mais qui ne sont pas structurées et qui ne sont pas formelles au sens technique de l'assurance. Alors, moi, je vais vous donner une statistique qui est issue de la dernière enquête sur les ménages, menée par l'Institut national de statistique, je crois que c'était en 2015, qui a clairement démontré que moins de 2 personnes sur 100 ont une assurance. Moins de 2 personnes sur 100, c'est consultable, vous allez voir les rapports. Ça nous ramène à combien? Ça nous ramène à moins d'1%, à moins de 2%, à moins de 2%. On va vers son chiffre. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, il y a des mécanismes informels, qui permettent d'apporter des types de couverture qui permettent aux gens d'avoir qui permettent d'apporter une assistance qui n'est pas forcément une assurance au sens technique du terme. Très important. Ça, il faut faire informel et formel. Si tu permets juste une seconde, il y a des grandes entreprises sur la place de Douala qui s'auto-assurent. Voilà. Je ne veux pas citer leur nom pour ne pas faire de publicité. Grande entreprise pétrolière. Le cadre où qu'il soit, il paye, il se fait soigner, il vient en rembourse. C'est juste pour dire que c'est formel et informel. Et quand j'ai donné le chiffre de 6,5%, j'ai bien dit 6,5% de la population couverte ont une protection. sociale. Donc c'est important. C'est pas contradictoire ce qu'on dit. Non. Vous parlez simplement de choses différentes. Très bien. Mais vous développez quand même sur les chiffres. On en était aux statistiques, je crois bien. Voilà. Et de manière globale, parce que souvent, j'ai essayé par curiosité d'aller dans le rapport de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun pour m'informer un peu, quand j'ai su que vous m'avez invité. Je me suis rendu compte que de manière très très détaillée, l'information n'est pas structurée comme il se doit. Et d'ailleurs, c'est un rapport qui date de 2017, donc 2 ans d'obsolescence déjà, donc je ne veux pas le considérer. Mais ce que je veux dire, c'est que de la petite analyse et de la connaissance du marché camerounais que nous avons, on s'est rendu compte que pour répondre à la question de savoir qui est assuré au Cameroun, vous allez voir que c'est des individus qui appartiennent à des grosses corporations, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui
ont les assurances comme pilier de leur stratégie en ressources humaines. Ok, vous voyez toutes les grosses entreprises. Vous avez donc des PME où très souvent c'est le promoteur et quelques-uns de ses employés, ok, et à ce niveau-là, la qualité même de l'assurance commence à chuter. Vous avez des individus, des groupes d'individus qui, eux, ont perçu la pertinence de l'assurance. Parce que, faut-il le dire, le premier frein est culturel. Il est plus facile au Cameroun, en termes de réflexe, d'acheter une bouteille de Guinness que de penser à s'assurer. Exact. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a d'abord un frein culturel. La culture au Cameroun n'a pas favorisé la pénétration des assurances. Pourquoi? Parce que le mot D, le fonctionnement par le mot D, je veux dire débrouillardise, on fait face à la situation quand elle se présente. Les réflexes de prévention ne sont pas dans notre ADN, quoi, on va le dire comme ça. Okay. Ça fait que c'est le premier blocage. Mais lorsqu'on a la chance d'appartenir à ces groupes sociaux qui ont des couvertures d'assurance, ou alors d'être ne serait-ce qu'un ouvrier dans des projets, parce que si on prend l'exemple des stades ou des infrastructures qu'on est en train de construire au Cameroun, l'une des exigences dans le cahier de charge est que la main-d'œuvre locale qui va être employée dans ces infrastructures pour la construction soit couverte. Ouais, c'est comme ça que des gens bénéficient de manière indirecte de l'assurance. Mais je tiens à dire que techniquement, au sens technique de l'assurance, il y a moins de 2% au sens technique, ça veut dire ceux qui ont souscrit à une assurance dans les canaux des règles de l'art de l'assurance. Nicolas, sur l'état des lieux. Son chiffre, chez nous, les assureurs nous amène à peu près à 46 milliards de chiffre d'affaires en 2017, ok, dans les 50 milliards en 2018. En fait, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que l'assurance, la branche maladie dans les assurances, c'est la branche accident corporel et maladie. Moi, je vais revenir à quelque chose, monsieur Dipita, et pour essayer d'expliquer que malheureusement, il y a une psychose actuellement chez les Camerounais qui voudrait que quand on dit ce qui va mal chez nous, qu'on pense que c'est de l'autoflagellation. Mais vous n'y pouvez rien. Quand vous prenez l'OMS, on vous dit les dépenses par ménage ou par habitant. C'est pas moi qui fais que le Rwanda dépense plus. C'est pas moi qui fais que l'île Maurice dépense plus. C'est pas moi qui fais que la Côte d'Ivoire dépense plus. Donc c'est juste pour dire que si on veut être premier de la classe, il vaut mieux se comparer aux meilleurs. On est d'accord, je pense que c'est le minimum. Mais je sais qu'il y a une psychose chez les Camerounais aujourd'hui qui voudrait que quand on dit ce qui va mal dans son pays, on est pris pour celui qui n'est pas patriote. Moi, je n'y peux rien. Moi, dans toutes les exercices de mathématiques que j'ai appris dans ma vie scientifique, c'est que quand on se compare, il faut se comparer à ceux qui savent faire. Et c'est ça qui permet une amélioration personnelle. Pour revenir à l'assurance, je pense que les freins, je pense que c'est ça qui est important. La première des choses qui... Monsieur King l'a dit tout à l'heure, hein, on a un gros problème culturel. Mais il n'est pas que pour la police maladie, il est pour plein de polices. Plein de polices. Tout à l'heure, on parlait de catastrophe. La multirisque habitation est une police obligatoire dans des contrats de bail dans des pays qui se respectent. Malheureusement, je le dis encore. Et chez nous, concernant la maladie, je pense qu'il y a d'abord un problème de vision de l'État. C'est l'État qui doit accompagner, c'est l'État. Quand vous parlez d'assurance, au Gabon, à côté, on a fait l'assurance universelle. Vous avez dû consulter au Sénégal et les fêtes. Ils sont peu nombreux. Non, mais en Côte d'Ivoire, ces pays l'ont fait. Ce que je veux dire, docteur, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des choses qui sont compliquées à mettre en place. Vous avez donné une date tout à l'heure. Vous savez, depuis quand la cellule réfléchit à cette assurance universelle? 2014. On est en 2019. Exact. Donc je pense qu'il faut quoi? Il faut une perfusion pour qu'il le fasse, ou quel est le problème? Est-ce qu'il y a un gouvernement qui a changé? Est-ce que ce n'est plus ceux qui étaient au pouvoir qui le sont, qui ont freiné ça? Non, je pense que ce soit un peu sérieux. Quand on parle des choses qui sont sérieuses, nous les assureurs, on a un rôle d'accompagnement. Il y a 28 compagnies d'assurance sur le marché, il y en a 17 qui font l'assurance maladie, elles le font correctement. Dont Atlantique, dont NCA. On essaie de le faire correctement. Vous le dites à un président de syndicat qui a traîné les assureurs il n'y a pas longtemps. Non, mais moi je pense que... Non, docteur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nicolas, c'est bon pour les téléspectateurs. Je suis le seul non-assureur du plateau. J'ai un niveau de recul, un niveau d'analyse, qui me donne
une pertinence. Votre précision, vous aurez pu la faire après moi. Nicolas on pourrait se comprendre. Termine. Je voulais dire au docteur, ce détail, tout à l'heure, vous et moi, on en a parlé. Oui. Je dis que pour moi, c'est un peu, entre guillemets, un non-sens. C'est des problèmes de procédure. Et je vous ai dit, moi, je vous soutiens. Quand les assureurs ne vous payent pas, il faut que votre clinique marche. Et je tiens à rappeler ici, je vous l'ai dit, on a chez nous ce qu'on appelle l'article 13, dont nous encaissons les primes avant d'assurer les gens. Donc c'est inconcevable qu'un assureur vienne vous dire qu'il n'a pas les moyens de vous payer. Moi, en tout cas, je pense que nous, on a reçu ce courrier-là, on a réagi. Voilà, on a apprécié, on a réagi. Puis on a réagi à un moment. Et je pense que, M. Dipita, je pense que c'est là où je veux que le débat soit concentré. L'assurance maladie ou la maladie est un ensemble d'intervenants qui sont très importants, qui partent de la structure médicamenteuse aux médecins, aux pharmaciens, aux assureurs. Vraiment, c'est une structure qui intègre tout le monde, une chaîne. Nous, on a fait, je pense que nous faisons notre part. Maintenant, moi, dans les propositions tout à l'heure, je vous dirais, je pense qu'il y a un cheminement que tous les pays du monde, qu'ils soient modernes ou pas, sont passés par là. Non, quand il s'interroge sur la durée de la période de réflexion, hein, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que c'est comme s'il voulait dire que c'est un problème simple. Mettre en place une couverture santé universelle qui veut dire assurer l'ensemble des Camerounais ou alors garantir des soins de qualité à l'ensemble de la population, quel que soit leur niveau social, vous leur garantissez des soins de qualité sans que cela leur coûte excessivement cher. C'est-à-dire que vous soyez paysan, que vous soyez PDG, vous bénéficiez des soins de qualité. Et on met cela en place du niveau du centre de soins intégrés aux hôpitaux de district, en passant par les centres médicaux d'arrondissement. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'abyssal, de pharaonique. Donc il ne peut pas dire, non, laissez-moi terminer, moi je ne vous coupe jamais aujourd'hui. Hein. Donc, je voulais dire ceci. Je voulais dire que la CSU dont on parle, c'est quelque chose qui met en présence plusieurs piliers, plusieurs entités. Et lorsqu'on avait d'ailleurs réfléchi sur la CSU, mon groupe de réflexion et moi-même, nous avions modélisé cela sous forme de trépied. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté un pilier, c'est les bénéficiaires, c'est-à-dire l'ensemble de la population. Le deuxième pilier, c'est les ressources humaines, c'est-à-dire les acteurs, les médecins, les pharmaciens, les techniciens et les administratifs qui doivent accompagner le fonctionnement de la CSU. Et puis maintenant, il y a le plus gros pilier, c'est les finances. Et là, je ne suis pas tout à fait capable de vous expliquer les mécanismes de financement d'une couverture santé universelle, parce qu'il y a non seulement la collecte des fonds, c'est-à-dire l'État, les ménages, les partenaires sociaux, mais il y a la gestion de ces fonds. La gestion. Comment est-ce qu'on fait les remboursements? C'est un problème complexe qui doit faire intervenir la mise à niveau des structures, la réforme de la carte sanitaire. La carte sanitaire doit être maîtrisée parce que qui va être accrédité pour donner des soins et pour quel panier de soins? Donc c'est une problématique très longue. J'ai envie de revenir avec vous, docteur, avant de passer la parole aux autres. Mais quels sont donc les freins? Je veux dire que, en même temps, je suis en train de vous expliquer une œuvre, une action complètement complexe et pharaonique. Je ne vais pas faire comme Nicolas tout à l'heure, faisant la distance entre 2014 et aujourd'hui. Mais je veux dire, quand je vous entends, j'ai l'impression que même dans 10 ans, on n'y sera presque jamais. Non. On y sera, parce que je vais vous expliquer. Donc ça va se pas partisan du glissement. Ça va se faire de manière séquentielle. D'accord. Ça ne peut pas se faire de manière holistique. Ça va se faire de manière séquentielle. Oui, on parlera de ça tout à l'heure. Dans une minute. Edmond d'abord. Voilà. Edmond, on était au frein. Vous, quel frein vous identifiez pour cette couverture santé? Je pense plus ou moins comme le docteur. Je pense que effectivement, il faut mettre tous les jalons en place. Hein. Les bénéficiaires, dont la population.
c'est important. La grosse difficulté au niveau des bénéficiaires, c'est de pouvoir identifier chaque membre de la population de manière unique. Ce qui est une grosse contrainte. Et je pense qu'on connaît très bien les problématiques qu'on a, même en termes d'actes de naissance, actuellement, des enfants. Donc, informatisation, par exemple. Exact. Donc, on sera en solution tout à l'heure. On sera en solution tout à l'heure. Donc, il y a tous ces points, c'est important, les levées de fonds. Dans ce projet, on parlait de 5 832 milliards de francs comme besoin pour effectivement mettre en place cette couverture santé universelle au Cameroun. C'est vrai, docteur, il y a des pays qui l'ont fait déjà. Ils y arrivent. Hein. On parlait... Nous allons le faire. On va le faire, c'est très clair. On est convaincus, il y a des choses qui sont mises en place. On y arrive. Voilà. Oui, monsieur Ibita, vous savez, moi je suis toujours gêné lors des discussions pareilles. Oui, c'est-à-dire qu'on aborde une problématique qui est une problématique sociale, la couverture santé universelle. Et puis, rapidement, quelqu'un fait un parallèle, on a commencé à réfléchir il y a 2 ans. Le docteur a défini quel était l'objectif stratégique recherché par l'État. Et vous tous, on est d'accord ici sur ce plateau que c'est une initiative colossale. Voilà. Abyssal, titanesque et même herculienne. C'est voilà, ce qu'il faut dire. Moi, je vais revenir, le docteur l'a clairement défini. Moi, je vais vous donner quelques indicateurs pour vous dire que ce n'est pas quelque chose d'assez simple. Voilà. Lors de la conférence de Maputo, relatif aux objectifs du millénaire, il avait été validé que le seuil minimum pour tendre vers la qualité des ressources humaines qui peuvent accompagner ces projets est d'avoir 2,3 personnels de santé pour 1000 habitants. Je parle sous le contrôle du docteur. Le Cameroun aujourd'hui est à 0,6%. Qu'est-ce que je dis? 0,6. Ressources médicales compétentes. On y met docteur, laborantin, pharmacien. Voilà. Alors, pour vous dire, monsieur Weyer, que le Cameroun y travaille déjà, je vais vous donner juste un axe en ce qui concerne les ressources humaines. Lorsque l'État décide de libéraliser la formation médicale à travers les facilitations qu'on donne à tous les établissements d'enseignement secondaire, supérieur, en dehors du CUS que nous connaissons tous, c'est pour rattraper ce gap. Le CUS seul n'aurait jamais pu... Ça a été un échec. Pas un échec, il y a des médecins compétents, je parle sous le contrôle du docteur Djibek. Il y a des médecins qui sortent... revenus dessus. Il y a des médecins qui sortent... Et on va même plus vers un numerus clausus. Ils ont Monsieur, vous pouvez permettre que je déploie? Moi, je suis en train de vous donner des statistiques. Non, et si vous voulez, mon objectif tout ce qu'il dit n'est pas, je veux dire, on va revenir sur certains points. Ce que je veux dire. Parce que le chiffre, c'est le chiffre. Moi, je n'aurais pas voulu qu'on sombre dans les statistiques, les chiffres absolus. Ça nous aide, ça nous aide. Oui, écoutez, docteur, c'est pas les solutions. Moi, je lis beaucoup. Oui. Allez-y, Martin, vous poursuivez. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, lorsque ce document que vous pouvez consulter sur les sites de l'OMS et autres était, voilà. Donc, lorsqu'il était élaboré, le gouvernement a pris sur lui d'accompagner des établissements d'enseignement supérieur qui avaient la capacité à former du personnel de santé. Tout ça. Aujourd'hui, on regarde, on voit, il y a des ressources, pas forcément des médecins, puisque c'est le terme médecin qui lui donne la migraine, pas forcément les médecins, ok, mais des laborantins, des infirmiers, de tout ce monde-là participent à ce projet. Donc, voilà un acte, j'ai juste pris un exemple pour dire que ce projet de couverture santé universelle, comme l'a dit le docteur, il y a des piliers, il y a des socles fondamentaux qui doivent être travaillés avant même d'envisager les opérationnalisations et tout le reste. Tout à fait. Il faut des gens d'une certaine compétence déployés avec une certaine géométrie sur l'ensemble du territoire. Bien plus, bien plus. Il y a d'autres études qualitatives maintenant qui concerne les plateaux techniques, la qualité, la spécialisation des formations sanitaires. Il y a des pathologies à l'extrême nord qu'on n'a pas au sud, en Bamou, je ne sais pas.
Il y a un ensemble de choses. Okay. Je conclue en disant que... Donc, je conclue en il faut équilibrer le temps de parole. Oui, non, oui, bien sûr. Non, en fait, le temps de parole, monsieur le député, j'espère que vous le savez, on le pondère avec la pertinence. Avant de vous donner la parole, moi je vais vous donner la parole. Je vais juste dire un détail. Parce qu'il faut quand même qu'on est devant les Camerounais, il faut qu'on leur dise la vérité. Monsieur King a dit quelque chose qui est vrai. On a libéralisé la formation des médecins. Il me souvient que le président de l'ordre des médecins, Dr Sandion, Dr Tétanier, professeur Tétanier, il y a 2 ou 3 ans, avec le ministre Famdongo, sont revenus dessus pour recadrer les choses. Tout à fait. Parce qu'à mon sens, c'est un échec, M. King. Donc moi, je ne dis pas les choses pour les dire. Non, il a complètement raison. Voilà. Donc, deuxième chose que je voudrais dire, on est venu pour expliquer aux Camerounais comment il faut s'assurer. Absolument. Donc il est important qu'on en vienne à leur dire comment il faut qu'on s'assure. Voilà. Parce que si tu veux tout ça, M. King va à Maputo ou à Abuja, je peux le ramener à la charte d'Ottawa, 1986, Santé pour tous en l'an 2000. Vous vous souvenez? Tous les pays du monde se sont rencontrés à Ottawa. On a donné une charte de comment il fallait faire pour arriver à un système. Mais c'est pas ça le but. Je pense que... Non, c'est-à-dire que sa genèse est bien. C'est-à-dire qu'il part de ce qu'on avait appelé les objectifs millénaires du développement. Non, bien sûr. Où l'OMS exigeait qu'il y ait à peu près 23 médecins, infirmières, sages-femmes, personnel santé pour 10 000 C'est pour ça que j'ai dit pour 10 000 habitants. pour 1000. Et il s'avérait à l'époque que le Cameroun avait à peu près un médecin sur 1000. Ouais. Oh, à peu près, un peu moins. Un médecin pour 10 000 ou quelque chose comme ça. 1,1 médecin pour 10 000 et à peu près 8 infirmières, sages-femmes pour 10 000 toujours. Voilà. Et donc on a essayé, on s'est dit qu'il fallait rattraper le gap. Mais il ne faut pas rattraper le gap pour rattraper le gap, parce qu'il y a le nombre, mais il y a la qualité. Est-ce que nous avons les outils nécessaires pour former autant de gens quand on a ouvert les vannes de la formation de cette manière-là? C'est pour ça que courageusement, le professeur Tétanier, le docteur Sandion, président de l'Ordre national des médecins, qui a courageusement réagi en mettant nos gouverneurs, les membres du gouvernement et les responsables devant leurs responsabilités. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Parce qu'on avait 23 écoles de médecine, c'est-à-dire que moi, Jules Djebel, je pouvais décider de créer ma faculté de médecine dans mon village à Babimbi ou n'importe quoi. Donc, on est revenu là-dessus et puis on a recadré les choses, on a fait un concours unique et ça fait que la formation se fait tout à fait, même si nous ne sortons pas autant de médecins pour rattraper très rapidement le gap, puisque ce qu'on sort déjà aujourd'hui, quelle est l'employabilité de ces jeunes médecins? Parce que oui, parce qu'on dit il faut pas s'auto-flageller peut-être, il ne faut pas dire du mal de son pays, mais vous allez forcément y arriver. Nous sommes à des âges où nous devons prendre nos responsabilités et dire la vérité. Lorsque les médecins sont formés, d'abord ils sont formés, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'hôpitaux d'application. Et ça, c'est pour ça que je disais que la CSU, c'est quelque chose qui va nous aider à rattraper. Il y a la CSU qui va nous aider à rattraper le gap au niveau de beaucoup de choses, puisqu'il va falloir mettre en place un système d'accréditation et de dire, vous devez avoir tel plateau technique, vous devez avoir tel type de locaux, vous devez avoir tel type de personnel. Le personnel, pour être accrédité, doit suivre tel nombre de formations continues par an pour rester, parce que les soins de qualité dont on parle, il faut que le médecin soit outillé par rapport à l'évolution de la science, à donner des soins conformes aux recommandations internationales. Merci donc. Vous voulez dire un mot dernier pour tout simplement pour dire que tout simplement pour dire que j'ai évoqué cette ouverture de l'État, pour dire que l'État avait pris conscience du gap. Tout à fait. Maintenant il s'est posé des problèmes de qualité. Et en plus, on ne parle pas que des médecins. Dans ce document que j'ai lu et que j'ai encore en mémoire, on parlait de tout le personnel médical, partant de l'infirmière, la sage-femme, tout ce monde, les techniciens de laboratoire, les techniciens de laboratoire et tout le reste. Donc ça c'est une chose. Maintenant ce que je dis, peut-être pour corroborer ce que dit le docteur, c'est que c'est un chantier. Ok? Et quand vous construisez une maison, vous faites le plan qui est fait aujourd'hui,
et vous amorcez les travaux en commençant par la fondation. Oui, c'est clair. Je veux dire qu'en même temps, vous donnez un délai. Pardon? Vous donnez un délai. Sauf que lorsqu'il y a catastrophe naturelle, lorsque la saison de pluie n'est pas conforme aux prévisions météo, ça peut impacter le délai. On va sortir de là. Pour faire bref, c'était peut-être pas mais on va sortir de là. Docteur, du haut de votre expertise, la couverture santé universelle, projet proposé par le gouvernement, je dis, quel délai peut-on se donner? Vous n'êtes pas le gouvernement. Je n'apporte que ma petite idée et puis je regarde ce qui se fait au niveau du comité technique interministériel qui travaille à cela. Il faut quand même dire que nous sommes en difficulté actuellement au Cameroun. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face. Je pense que nous avons de sérieux problèmes nous avons de sérieux problèmes majeurs qui sont venus interférer avec le cours normal des choses, pour ne pas dire qu'il y a le Nozo, il y a le Nord avec Boko Haram. On va pas faire comme si on ne voyait pas. Ce qui fait que je ne peux pas donner là maintenant, mais nous y travaillons, l'État travaille à cela, les médecins supportent le principe déjà d'assainissement de la carte sanitaire qui est en train de se faire. Donc une fois qu'on a assaini la carte sanitaire, on avance et puis on va commencer par le bas, assurer la petite population et je vous disais, c'est pas un problème simple parce qu'il faut maintenant dans la population arriver à distinguer qui est indigent, qui va payer combien. Quel est le ménage qui ne doit pas du tout participer parce qu'ils sont au seuil, en dessous. Et au fur et à mesure qu'on le met en place, la population. Donc, voilà. Et puis, il faut éduquer les masses. Ça, c'est important. Éduquer les masses. L'assureur le disait là tout à l'heure, parce que vous pouvez même donner de la gratuité aux gens et ils ne viennent pas se faire soigner. Exact. Donc, ça, il faut retenir ça. Alors, je commence avec vous, Edmond Junior, sur les perspectives. Vous voulez dire un dernier mot? Oui, un dernier mot. Oui, parce que vous avez dit le projet du gouvernement. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce projet-là, l'un des facteurs clés de succès de ce projet, c'est une appropriation collective. Le gouvernement seul ne peut pas driver à terme ce projet. Sans l'appui de tous les autres acteurs de la santé, sans l'appui du secteur privé. Les assureurs sont là. Vous parlez pour le gouvernement, monsieur King. Pardon? Vous parlez pour le compte du gouvernement? Je suis un citoyen d'abord qui observe de manière objective, sans émotion. Je ne suis pas un émotif primaire. Mais de deux, j'essaye de mettre du contenu dans ce que je lis par rapport aux observations que tout le monde fait. Donc, je dis, le gouvernement seul ne peut pas driver, ne peut pas piloter jusqu'à terme au regard des besoins. Maintenant, je dis, il y a des acteurs de la société privée, du secteur privé, qui interviennent dans les domaines de santé, et qui peuvent apporter leur contribution. Je vais vous dire quelque chose en termes d'infrastructure. On ne l'a peut-être pas encore dit ici, le plan d'urgence triennal dans son volet santé a prévu 8 hôpitaux. Docteur, vous le savez? Oui, ça, 8 hôpitaux de référence, dont un à l'ouest. Et je dis, ces hôpitaux... Non, je veux juste l'hypothèse, dans les perspectives, dans Martin terminé. Monsieur Ouya, je vais relancer Nicolas. Chez moi, vous devez noter définitivement que chez moi, c'est une déformation d'être cultivé. C'est-à-dire que c'est pas de ma faute. C'est pas un pays. Allons-y alors. Vous terminez. Oui, dire que ce projet, le secteur privé doit s'y intéresser. Mais Nicolas, quand même une question. Est-ce que la mise en place ou la mise en œuvre, comme vous voulez, de cette couverture santé universelle n'est pas, je veux dire, un caillou dans la chaussure des assurances? Déjà, moi, je vais vous dire, je vais revenir sur un point qui est un frein, qui est important. Il y en a deux d'ailleurs. Le premier, c'est, quelqu'un parlait tout à l'heure de la maîtrise de la population. Le secteur informel est un des gros freins. Près de 86% des Camerounais sont dans le secteur informel. Donc il faut, c'est un peu difficile amener les gens vers l'assurance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le docteur l'a dit tout à l'heure, la culture. Il faut cultiver les gens. Parfois, ils ont la gratuité, ils n'y vont même pas. Mais maintenant, par rapport à votre question de tout à l'heure, moi, je pense que il faut d'abord, qu'on le veuille ou pas, la volonté de l'État.
L'État est garant du cap, fixe la vision d'un pays. C'est aussi simple que ça. Si ce n'est pas fait, on est en train de parler de CMU, Assurance Universelle, CSU. Sachez que plusieurs pays ne sont pas passés au CSU d'abord. Ils ont commencé par le AMO, Assurance Maladie Obligatoire. Il y a des couches camerounaises qu'on peut, par un décret de loi, un projet de loi, amener à l'assurance. Dans des pays normaux, n'en déplaise à M. Kigné, quand vous inscrivez votre fils à l'université, il a sa carte d'étudiant, il a ses œuvres universitaires et il a une assurance maladie. Qui peut être dans le privé, dans une mutuelle, on peut organiser ça comme on veut. Vraiment, quand vous dites à un assureur, n'importe lequel, vous lui dites j'ai une population d'1 million d'étudiants assurés, il sait faire. Il sait faire, docteur. Moi, je pense qu'il y a d'abord un passage obligatoire qui est par le projet de loi, qui va amener les gens. Il y a, les responsabilités civiles dans l'assurance automobile sont obligatoires. C'est ça qui a amené les gens à ce sujet. Voilà, donc je pense que quand je regarde les pays qui y sont arrivés, ont commencé par une phase transitoire qui est celle de l'assurance. Et ça permet quoi, docteur? Ça permet que nous, assureurs, gardions notre rôle. Parce que quand l'assurance universelle arrivera, quel sera le rôle de l'assureur? Il passera en mutuelle, ce qu'on appelle une complémentaire. Une complémentaire. Voilà, il passera en complémentaire. Donc il y a un cheminement. Bon, vous pouvez le trouver colossal, mais bon, moi je considère que je ne vois pas la volonté de ceux qui doivent l'implémenter. Encore un dernier mot sur les freins. Je vous demande, docteur, avant que vous ne continuiez, quand je parle de volonté, moi je donne des exemples concrets. Dans la dernière loi de finances de cette année, on a rajouté la TVA sur l'assurance des personnes. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on veut inciter les Camerounais à l'assurance maladie en augmentant le tarif? Du tout. Moi je parle de choses que je... Voilà, moi je pense un dernier mot sur les freins. Et puis on peut expliquer. Permettez que je réagisse. Il est assez pertinent, M. Ouya. Sauf qu'il faut dire aujourd'hui qu'en l'état actuel, avant de voir la problématique de la couverture universelle, on n'a peut-être pas pris du temps pour en parler. Mais quel est dans le livrable actuel des assureurs? Quels sont déjà les freins qui existent par rapport à la pénétration des assurances en l'état actuel, avant de voir le projet? Il faut le voir. Monsieur Dipita, je vous mets au défi que si je vous donne un contrat d'assurance santé, vous ne serez pas capable de le comprendre à 40%. Pourquoi? L'assurance est l'un des rares produits où deux individus souscrivent à la même police, mais non pas forcément le même prix, ne payent pas le même prix, sur la base des critères que seul l'assureur maîtrise et non le client. Comment ça? Si je vais aujourd'hui prendre une assurance avec vous, monsieur Dipita, l'assureur va se dire, avec mon IMC, il y a une surprime. IMC? Oui, vous comprenez? Il y a une surprime. Mais je veux dire que toute cette présentation fait en sorte que c'est déjà même un frein. On va vous dire que la disponibilité en termes de points de contact, c'est un problème. Tu ne peux avoir une assurance qu'auprès d'un assureur ou ses agents généraux et tout le reste est limité. Ok. En termes de process, 80% des assurances que nous avons sur le marché ici, d'abord on te dit, tu es pris en charge à 70%, ok. 70% pour celui qui ne sait pas faire le calcul, ça ne veut rien dire. Il a payé, mais il est surpris que le jour où il va bénéficier du service, on lui demande un prépaiement. Et très souvent on dit on vous rembourse. Donc il y a tout un aspect processuel après avoir bénéficié du service. Et je peux vous dire que c'est pas souvent tout à fait aisé. Mais donc, lorsqu'on regarde tout cet ensemble de choses, ce sont des freins. On se dit, à l'état actuel même de la situation, avant de penser à la couverture universelle, il y a déjà des problématiques que les assureurs ont. Absolument. Qui doivent être liquidées. Docteur, on va explorer les perspectives. Oui, encore une fois, on revient à l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut expliquer, c'est comme les études. Il faut expliquer aux gens ce qui se passe exactement. Les gens arrivent chez l'assureur, parce que là, je vais peut-être faire l'avocat du diable, parce que je suis médecin, je ne devrais pas être avec les assureurs. Ils arrivent, ils disent, j'ai 500 employés et je n'ai que 5 millions. Ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi. J'ai 50 millions pour 500. Trouve-moi une formule, fais quelque chose. Et donc l'assureur, il pond un contrat bidon.
Un contrat, bidon, pas bidon, un contrat adapté à la bourse de celui qui demande l'assurance. Généralement, la réglementation veut qu'on soit assuré. Alors, je pense que c'est comme ça qu'eux réfléchissent. Alors, ils font un truc, et puis quand les gens, ils arrivent, on leur dit, mais vous êtes très mal assuré. Vous ne pouvez pas venir vous soigner, par exemple, dans le privé. Vous devez aller vous soigner à l'hôpital confessionnel, à l'hôpital La Quintini. Mais ce qui me heurte, c'est que généralement, le bénéficiaire n'est pas au courant. C'est-à-dire qu'il faut, au moment où vous souscrivez ce type d'assurance, expliquer clairement aux gens à quoi ils doivent s'en tenir. C'est-à-dire, si l'assureur l'a expliqué et que vous avez accepté, vous n'avez plus à vous plaindre. Vous êtes assuré à 70%. Ça, c'est la première chose. Le deuxième frein, on doit le dire, c'est la fraude. La fraude. Merci. La fraude, malheureusement, quelqu'un disait un jour lors d'une réunion, la fraude est inhérente, et c'était en France ou en Belgique, la fraude est inhérente à la profession. C'est-à-dire que les gars fraudent. Vous comprenez? Donc, assuré. À quel niveau? Je vais vous expliquer. Les prestataires. Il y a les prestataires. Les prestataires fraudent moins que les assurés. Oui, donc. C'est-à-dire que vous êtes assuré et vous avez une couverture à 100%. Votre cousin n'est pas assuré, le cousin de tel, votre ami n'est pas assuré. Et puis, des gens qui ne sont pas honnêtes, ils donnent leur assurance à quelqu'un pour aller se faire soigner, par exemple. C'est très mauvais. C'est très mauvais parce que ça plombe complètement l'assurance. Déjà que l'assurance maladie, comme disent les assureurs, c'est un produit à perte. Exactement. Alors, si ça devient que vous échangez ça comme ça, ça devient vraiment, le risque devient une certitude et là, ça ne rapporte plus rien. Et c'est pour ça que nous avons planché sur la biométrie quand on réfléchissait sur la CSU. La biométrie, la carte biométrique. C'est-à-dire que vous êtes unique avec vos empreintes et vous êtes identifiable. Et toutes vos données médicales se trouvent dans une carte. Quand vous arrivez... Et là, vous avez voilà. Donc, vous avez commencé à explorer les perspectives. Non, le frein, c'était la fraude et puis la biométrie. Oui, tout de suite après. Le docteur a pris l'exemple d'un chef d'entreprise qui il a dit qu'il n'a que 5 millions pour ses... 50 millions pour 500 environ. Pour 500 environ. Ouais. Ça, c'est le chef d'entreprise. Mais refaisons l'exercice en prenant le coiffeur de Nyala Parezo ou alors le bensikiner de Mimbo Manchato à Yaoundé. C'est deux perspectives complètement différentes. Complètement différentes sur le plan technique des assureurs. Parce que lui, c'est un individu, d'abord. Et vous allez voir que les assureurs, à cause de la peur qu'ils ont sur l'assurance santé, préfèrent même éviter des polices individuelles, veulent toujours chercher de la mutualisation. Vous voyez? Et la deuxième chose, c'est que lorsque le docteur parle de fraude, oui, il y a la fraude des clients, avec la complicité souvent des prestataires, mais n'oubliez pas ce volet de fraude à l'intérieur même des assurances. Vous voyez de quoi je parle? Oui. Ok. Non, moi je voulais... mais l'assurance individuelle dont il parle, généralement, n'est même pas acceptée. Non, elle est déjà le temps de parler. Il a fait, je l'ai fait. Oui, juste un mot. Non, docteur, ce que je voulais dire, et surtout à vous que je m'adresse, n'oublions pas, honnêtement, que l'assurance maladie, déjà je voulais dire, pour les téléspectateurs qui sachent, la maladie est dans un système global de santé, en fait. Les assureurs vendent 3 produits importants. L'assistance, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, l'assurance voyage et de la maladie pure. Je le dis vraiment au docteur, on ne peut pas vendre la maladie n'importe où, monsieur King, pour des raisons de confidentialité du dossier médical des personnes. Dans le code CIMA, il est dit, même nos collaborateurs ou collègues qui travaillent dans les départements de santé sont des personnes spécifiques qui sont astreintes à la confidentialité. Vous savez que c'est quelque chose, on peut faire ce qu'on veut, mais la biométrie, c'est pour dire. Non, oui, mais attendez, moi je considère peut-être... Non, c'est vrai. Laissez-moi finir. C'est juste pour dire. Monsieur King, que je connais bien, qui a la culture du grand distributeur, serait pour qu'on vende une assurance maladie à épaules.
voilà, et qu'on vienne le dossier médical de moi qui suis VIH, voilà. Non, c'est un... vous avez dit tout à l'heure qu'on ne gagne pas, les assureurs vous disent qu'ils ne gagnent pas. C'est une police de gestion. On ne gagne pas de l'argent dedans. Et il y a longtemps d'ailleurs, aucun assureur ne vous vendait une police maladie si vous n'aviez pas une autre police dans sa compagnie. Tout à fait. Aujourd'hui, on a embauché certains de vos collègues qui nous accompagnent dans le dépistage des fraudes. On a mieux maîtrisé les choses. Il faut qu'on les modernise. Là, grâce à l'aide de ces personnes, on va moderniser les choses. Mais la maladie, la santé n'est pas... Edmond Junior, je vous prendre des notes, vous allez certainement rebondir, mais je voudrais qu'on aborde l'aspect perspective de l'assurance santé au Cameroun. Bon, j'essayais de noter tout ce que... Oui, allez-y, vous pouvez réagir, et puis on va dans la perspective. Donc, je vais commencer par l'intervention du docteur. Je reste dans la perspective, je me mets bien dessus. Je pense qu'il faut qu'on distingue bien pour attaquer le problème de manière centrale et de manière beaucoup plus importante. Importante pour moi, c'est le volume. L'assurance pour assurer la petite population. Commençons par là. Parce que quand on parle de 2% et TSRA, ça ne parle pas au Camerounais normal. Il ne connaît pas ce que c'est. Je pense qu'on a 25 millions de Camerounais. Hein? Si on parle de 500 000 personnes, c'est parce que eux, ils ont bénéficié de l'assurance venant de leur corporation, de leur entreprise, etc. Je pense que si on donne le choix à beaucoup d'entre eux, en contrepartie d'une prime supplémentaire, ils choisiraient de ne pas prendre l'assurance. Je pense bien, pour beaucoup. La question pour moi dans la perspective est de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour la petite population? Le docteur est là, la statistique est claire. Plus de 90% des pathologies dans les formations sanitaires, on les connaît. C'est ce paludisme-là, c'est cette typhoïde-là, okay? C'est la grippe, c'est l'angine, c'est tout ce qu'on a de plus tropical, c'est ces maladies. Comment on résout ça de manière directe et comment on brise vraiment la fraction qu'il y a pour qu'on réduise ce taux de mortalité? Je pense que, voilà, dans la perspective, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est clairement le type de question qu'on devrait se poser pour que le Camerounais normal puisse se lever étant paludéen et aller aisément dans une formation sanitaire, bénéficier de soins sans rien débourser. C'est ça la couverture. Je pense que c'est ça l'idée. Mais comment on y arrive? Je veux que ça, c'est le principe. Mais c'est ça la CSU dont on parle. Exact. C'est ça. Okay. C'est-à-dire qu'on prend en charge l'ensemble de la population. C'est un peu une assurance obligatoire. En fait, on est obligé de rendre ça obligatoire. Hein? On est obligé de demander aux gens, après les avoir éduqués, de venir souscrire, s'inscrire. Hein, pour toute personne vivant au Cameroun à se faire enregistrer. Maintenant, la difficulté dont je parle, quand je parle de cette population-là, comment est-ce qu'on va la stratifier? C'est-à-dire qu'on prend tous ceux qui sont dans l'informel. Il y a des gens qui sont dans l'informel qui gagnent beaucoup d'argent. Hein. Informel ne veut pas dire que vous êtes démunis. Hein. Non, non. Ça, loin de là. Loin de là. Maintenant, il y a le paysan. Il y a le Camerounais le Ben Skinner de Kololon ou de Nyalaparezo. Voilà, par exemple. Je pense que vous avez donné la réponse. Voilà, tous ces gens-là. Maintenant, il y a ceux qui sont vraiment des indigents. C'est-à-dire que ceux qui n'ont rien. Je pense que la réponse était effectivement dans vos propos de tout à l'heure. C'est une identification qu'il faut faire. Oui. L'identification la plus correcte et la mieux prouvée, c'est la biométrie. Absolument. En allant par la biométrie, on y arrive. On amène les gens à comprendre et qu'ils aient la main sur leur assurance. D'accord. Il vient, il s'assure, il sait de manière correcte ce dont il a droit, ce qu'il doit payer de manière minimale par rapport à sa bourse, de manière directe, et dont il y arrive. Je veux dire, de manière très claire, je pense que c'est là qu'il faut qu'on concentre le problème et qu'on résolve. Vous savez, 37% de la population camerounaise est pauvre. C'est plus de 9 millions de personnes. Plus, hein? Ouais.
38,5, 37, c'est un peu la statistique. On parle de 9 300 000 personnes qui vivent avec moins de $800 par an, donc moins de 400 000 francs par an. C'est 55 le mois, donc 33 300. Et c'est pour quoi? Pour gérer leur ménage. Ils doivent manger dedans. Ils doivent boire dedans. Ils doivent se loger. Ils doivent se soigner. Je veux dire, si vous devez vous soigner dans 33 000 francs et envoyer vos enfants à l'école et derrière payer un loyer, etc., je pense que de manière centrale, essayons déjà de régler ça. On parle de 10 millions de personnes. C'est le plus gros problème d'ailleurs. Quand vous dites essayons d'abord de régler ça, non, en fait c'est le nœud du problème. Juste une petite observation. C'est que je suis en train de réfléchir aux éclairages que nous donne le docteur, aux interventions de M. Weah, et je comprends tout de suite que les assureurs doivent repenser le volet santé. Je ne parle même pas des autres assurances, je dis le volet santé. Aujourd'hui, moi je vais vous dire, à quoi, lorsqu'on écoute les statistiques que partage M. Djemba, mais une police maladie veut dire quoi? Ça n'a pas sa pertinence dans notre contexte. On doit essayer de designer, de customiser des offres par rapport à notre environnement. La maladie, vous allez voir une police que vend M. Weah à l'intérieur, il y a l'éléphantiasie, il y a la bulle, je ne sais pas quelle maladie rare, okay, qui existe. Ça n'a aucun rapport avec les statistiques paludéennes que nous avons. Nous voulons avoir une police santé qui couvre le palu. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes d'accord? Et maintenant, vous contredisez là quand même. Pourquoi? Puisque vous avez dit tout à l'heure à Dr Djebet que quand on prend deux personnes qui ont une police d'assurance, elle n'est pas la même, elle n'a pas le même prix. Vous demandez aux gens de customiser ce que je les polices personnalisées. Non. C'est pour ça que les prix sont différents. Non, monsieur Weah, comprenez-moi d'abord. Oui, avant de réagir, je suis en train de dire qu'il faut réinventer les offres aujourd'hui dans notre environnement. C'est ce qu'on travaille tous les jours, c'est ce qu'on essaie de faire. Et bien plus, lorsqu'on écoute tout ce qui se dit sur le plateau, on comprend bien que aujourd'hui, si vous voulez, l'environnement est devenu tellement compliqué. Parce que les statistiques que partage M. Djemba me parlent. Oui, non, bien sûr. Et il y a donc cet effort d'ingéniosité qu'il faut faire. Et je pense que j'ai suivi quelques recommandations de la dernière, votre messe, la FANAF, je crois. C'est la FANAF. Voilà, qui poussait déjà les assureurs, par exemple, à se rapprocher au maximum de la technologie pour briser un ensemble de gaps. Ça, c'est clair. Alors, moi, je dis, les autorités de régulation et tout le reste, donnent les orientations, même comme la réglementation est toujours en retard par rapport à la dynamique évolutive de la technologie. Ça, c'est clair. Ces problématiques se sont vues avec les phénomènes mobile money, orange money et tout le reste, où la technologie va plus vite que la réglementation. C'est-à-dire la réglementation essaye de faire des efforts pour combler des gaps. Mais je dis, les assureurs aujourd'hui sont face à cette problématique. Aujourd'hui, les statistiques que partage M. Djemba, on veut une police d'assurance à, je ne sais pas, 1000 francs. 1000 francs. Mais qui me couvre sur le palu, la typhoïde, des choses que j'ai effectivement. Mais oui. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, je comprends. Mais en fait, ces pathologies-là peuvent être soignées parce que vous voyez la pyramide sanitaire au Cameroun, il y a le bas de la pyramide, les centres de soins intégrés, tous les CMA, ça peut être soigné au bas niveau, par même un infirmier qualifié, un médecin généraliste, puisque nous avons de plus en plus de médecins. Et donc, à ce niveau-là, le ticket de session, je pense que c'est 600 francs. Je veux dire, on peut gérer un certain nombre de pathologies avec des génériques à ce niveau-là. On ne va pas demander à cette personne-là qui est démunie, comme on dit, qui gagne moins de $50 par mois, à aller se faire soigner à la polyclinique. Exact. C'est-à-dire qu'on va diriger ces personnes-là vers ces centres-là. Une fois que ces centres-là auront absorbé toute cette population-là,
les autres personnes peuvent se soigner là où ils veulent en fonction de leurs moyens. Exactement. Et c'est là qu'interviennent même les mutuelles. C'est-à-dire que même si vous avez la couverture santé universelle qui est un basic, maintenant vous apportez un supplément. Et ça, c'est la contribution du secteur privé dans le projet. Parfaitement. Et ce qui se passe dans le raisonnement que l'on fait pour la mise en place de la CSU, malgré qu'on dit que c'est lent, c'est que ces centres de soins, c'est-à-dire qu'au niveau primaire, vont devoir... Non, ce n'est pas des GIC santé, c'est des centres de santé intégrés qui sont reconnus par les centres médicaux d'arrondissement, hôpitaux de district, hôpitaux confessionnels, certaines formations sanitaires privées qui sont reconnues, certaines formations sanitaires reconnues, éligibles en fonction du plateau technique qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire qu'un organisme, comme il disait, c'est l'État qui donne la direction. L'État donne le cahier de charge. Que faut-il avoir dans ce local pour être éligible comme centre de soins intégrés, comme CMA, pour bénéficier des remboursements des soins octroyés dans le cadre de cette CSU. Vous comprenez? Et puis on avance. Ça doit être séquentiel. C'est-à-dire, n'imaginez pas quelque chose qui va être fait de manière holistique, comme ça, global, comme un tour de baguette magique. Docteur, je vous accompagne en vous disant ce que vous savez. Vous savez que pour se soigner à la Quintiné, on ne paye pas la même chose qu'à l'hôpital général. Non, du tout. Voilà, donc c'est pourtant l'État. Oui. Voilà, c'est toute cette flexibilité-là qui fait le prix. Voilà. Mais j'allais dire quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, monsieur Kien, où je vous donne raison. Enfin. Il faut... il arrive que la Non, parce que monsieur Kien, il se souvient, il a été mon assuré. Il avait une police automobile chez moi et il sait. Il a beau être quelqu'un que je connais, quand je vends une police d'assurance, je fais la pédagogie d'expliquer à celui qui l'achète ce qu'il est en train d'acheter. C'est ce qu'on appelle le wrong sell. Quand vous vendez mal, ça vous revient dans la gueule. Et ça, monsieur, pour vous donner raison par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les équipes qui posent problème. Et dans vos équipes, vous verrez, il y a 10 personnes, il y a 5 qui vendent, qui n'ont jamais eu de problème. Il y en a 5 qui font semblant de vendre, mais ils n'expliquent pas ce qu'ils vendent. L'assurance, on l'a dit au départ, est un problème. Attendez, je vous dis, on vend un produit quand même anxiogène, monsieur King. Nous vendons la maladie, qui veut être malade. Nous vendons le décès, qui veut mourir. Nous vendons l'accident, qui veut faire l'accident. Non, on ne peut pas prendre ce produit comme un produit commun et qu'on le vulgarise de façon aussi commune que vous puissiez le croire. Non, je pense que les assureurs travaillent au quotidien. Vous parliez de MES tout à l'heure, la FANAF est là pour ça. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun attend le regain d'ingéniosité des assureurs. C'est clair. Les problématiques sont posées, les statistiques parlent. On veut voir aujourd'hui des polices adaptées aux pathologies, à la carte la carte sanitaire. Voilà, qui vont vraiment pour le paludisme. Pour le paludisme, je vous rappelle, moi j'ai toujours des statistiques parce que j'essaye de mémoriser au maximum tout ce que je lis, même les journaux. Il me semble que nous étions en juin 2017, je crois, la journée mondiale du paludisme. Le discours du ministre de la Santé, il disait clairement que une consultation sur 4 dans les hôpitaux publics au Cameroun sont liées au paludisme. Une consultation sur 4. C'est une pathologie subventionnée. Bon, voilà. Donc, ça veut dire que... et quand vous regardez le taux de mortalité derrière, vous comprenez qu'aujourd'hui, le marché peut accepter, peut absorber des polices qui tournent autour de toutes ces pathologies courantes. La typhoïde, la fièvre jaune, je ne sais pas, il y a un ensemble de choses. Je ne sais pas, il faut peut-être que les médecins restructurent ça bien, mais je veux dire qu'on n'a pas besoin d'avoir dans une police la prise en charge de l'éphantiasie. Moi, je ne sais pas, c'est des cas en termes de statistiques assez rares et qui créent moins de dégâts que le paludisme. Non, dans le panier qui a été conçu pour la mise en place de cette CSU au niveau national, il y a 185 pathologies bien répertoriées avec des recommandations sur leur prise en charge dont les gens travaillent. On travaille dans ce pays. Oui, ça c'est l'État qui a travaillé. Moi je dis, j'attends l'ingéniosité du secteur privé. Ils doivent juste venir s'arrimer au process et puis
puisque nous sommes dans le même pays, nous devons tous travailler ensemble. C'est ce que je disais. Je pense que c'est ce qui est fait. C'est ce que je disais. Dernier axe, on entame avec la dernière demi-heure. Alors, peut-être les assureurs, mais je veux dire, tout le monde est sur le panel. Comment on fait pour réduire le gap? Y a-t-il des initiatives, y a-t-il des techniques propres à vous que vous êtes en train d'implémenter? En tout cas, moi, je peux commencer. Hein. Je pense que les assureurs ne font que ça au quotidien. Je pense que sur le plan, au point de vue de la communication, une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans, les assureurs font ce qu'on appelle une journée d'information où on invite tous les assurés, où on essaie de communiquer. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a un gros problème culturel. Maintenant, il faut peut-être qu'à cette journée, que nos partenaires santé, parce que la santé a ça de difficile, et j'insiste encore pour le dire, c'est un des points qui réunit beaucoup de métiers, beaucoup d'intervenants, et quand on parle de santé publique, et je vous dis, il y a des pays où la santé est régalienne, comme un ministère de l'armée. Il y a des pays où, allez à l'île Maurice, vous verrez, c'est régalien. Le ministre de la Santé est aussi important qu'un ministre des Forces armées. C'est d'abord il faut le donner. Nous, les assureurs, on essaie de communiquer au maximum pour ramener les populations à nous. Deuxième ingéniosité, comme disait monsieur, pour utiliser son terme, monsieur King tout à l'heure, on essaie de faire des produits, ce qu'on appelle dans le métier la micro-assurance. Parce qu'en fait, la micro-assurance, c'est une des parties du métier d'assureur pour les petites bourses. Donc on essaye, elle est assujettie à un agrément, on essaye de réfléchir à des produits pour des petites bourses. La troisième chose, on essaye de se lier à des partenaires financiers pour accompagner le petit peuple à s'assurer. Moi, je vends des assurances santé par des microfinances. Vous doutez bien que des gens qui n'ont qu'un compte d'épargne et ne gagnent que 17 000, 20 000, 30 000, 40 000. Donc j'essaie de faire des produits pour des petites bourses. Et je redis à M. King que malheureusement, ce produit aura un petit capital, 500 000, ce produit n'aura pas 100%. Voilà, donc j'essaie de m'aligner sur cette petite population. Et je pense que sur le marché, les assureurs, au quotidien, essaient de réfléchir. Et le docteur a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure. Il faut savoir que pendant longtemps, les assureurs avaient un frein qui était celui de la fraude. C'est ça qui a freiné vraiment le marché. Parce que c'est une fraude qui avait la connivence des prestataires, la connivence des médecins, la connivence du personnel des compagnies d'assurance. Il faut le dire. C'était toute une chaîne. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de patrons de compagnies ont compris comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on passe plus de temps à la réflexion de nouveaux produits pour toucher les populations dont vous parliez tout à l'heure. Martin? Ouais, bon, je le précise, moi je suis pas assureur, mais je vais contribuer. Vous travaillez avec les assureurs quand même, non? Parce que je suis client des assureurs, oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, de ma petite analyse, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, il n'y a que la technologie qui peut aider les assureurs. Il n'y a que la technologie. Monsieur Ouya parlait de fraude. Je crois que le docteur Djebet a parler de la biométrie. Qui fait partie, n'est-ce pas, des outils prévus pour la CSU. Ok, c'est de la technologie. Et aujourd'hui, je vais vous dire, la technologie va même plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de systèmes qu'on peut mettre en communication qui font en sorte que tous les freins, qui sont les freins culturels, les gens qui ne savent pas lire, là, qui ne savent pas tout ça, soient balayés d'un revers de la main. La biométrie est capable de vous donner votre carnet de santé digital. C'est-à-dire, dès que vous mettez votre empreinte digitale, ça sort l'historique aux médecins qui vous consultent de vos derniers antécédents. Moderne, là, ça le fait avec, de vos derniers antécédents. De vos derniers antécédents médicaux. Non, c'est important. De vos dernières visites. C'était un palu, voilà le traitement qui avait été donné et tout le reste. Le médecin, lui, il le voit, même si vous ne le voyez pas. Tout simplement parce que vous avez mis vos empreintes digitales. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, à mon humble avis, M. Ouya, la technologie est la seule chose qui peut pousser les assureurs aujourd'hui à briser le cap, à être compétitifs sur le domaine de la microfinance et à jouer leur rôle dans ce projet de couverture santé universelle. Parce que je continue de croire que le secteur privé a son rôle à jouer. Et je pense que si mes lectures sont exactes, dans plusieurs pays où des avancées remarquables sont notées,
Il y a eu un gros coup de pouce du secteur privé. C'est vrai, l'État donne le câble, l'État donne la vision, mais il y a le secteur privé qui joue parce que les formations médicales, par exemple, comme le disait le docteur, ne sont pas que publiques. Non, du tout. Ok. Il y a tout un écosystème médical appartenant au privé, mais qui, à travers un assessment clair, deviennent éligibles à recevoir et à traiter dans le cadre de... Voilà quoi. Donc pour moi, la technologie est un facteur essentiel, mais pour que ça marche, il faut aussi quand même que les assureurs acceptent le mindset. Il faut que le mindset soit touché. Non, moi je crois que les assureurs n'ont pas le choix que d'accompagner, parce que ils font partie de ceux qu'on appelle les partenaires privés. Les partenaires privés. Hein. Il y a les ménages, c'est-à-dire que ça ne doit pas être complètement gratuit, parce que la gratuité est nous. Pas bien. La gratuité est l'Africain, la gratuité est l'homme et l'humain, c'est quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'une fois que c'est gratuit, ça a une connotation d'insignifiant, comme si c'était insignifiant, oui, c'est dévalorisé, donc il faut toujours payer quelque chose. Hein? Et c'est cela qu'on appelle même le ticket modérateur. Et c'est ça qui permet de freiner la surconsommation. C'est-à-dire que vous n'irez pas à l'hôpital pour tout tant que vous devez débourser 1000 francs. C'est quelque chose. Vous payez quelque chose. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'on on va raconter cette histoire n'importe comment. On va revenir à la technologie. Et la technologie telle que nous avons réfléchi dans notre groupe de réflexion, nous avons écrit un mémorandum que nous avons soumis à notre tutelle, c'est que la biométrie soit faite à 3 niveaux. C'est-à-dire la biométrie du patient, le patient a sa carte biométrique, il est seul à pouvoir l'utiliser et on a tous les renseignements à l'intérieur. Le praticien a sa carte biométrique qui définit son profil, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il sait faire, à quel type de pathologie il a accrédité pour pouvoir travailler en fonction de sa spécialité, en fonction du fait qu'il est généraliste. Et la structure sanitaire dans laquelle vous travaillez a une carte biométrique, c'est-à-dire qu'un CMA ne va pas vous dire qu'ils ont fait une opération je ne sais pas moi, de cœur ouvert ou une opération de hernie discale alors qu'ils sont dans un petit hôpital, ils n'ont pas le plateau. Ils ont un plateau technique bien définie qui leur donne le droit de procéder à certaines interventions, de donner certains soins, et c'est ces soins-là qui sont remboursés. À partir de ce moment-là, on circonscrit le problème après avoir fait l'identification. Donc l'identification, la biométrie sert aussi au niveau de l'identification. Ouais. Maintenant, le casse-tête va être donc toutes ces gens qui sont qu'il faut éduquer. Qu'il faut éduquer, qui sont dans l'informel oui, je voudrais juste dire à mes deux amis en face que c'est pas pour défendre ma chapelle, hein. La solution, c'est la technologie. Mais je l'ai dit, et nous l'avons dit au début du débat, et je crois que c'est le docteur qui l'a dit en premier d'ailleurs, les assureurs appellent l'assurance maladie des polices de gestion. C'est-à-dire que trouver un assureur sur le marché qui gagne de l'argent dans la santé, parce que je m'inscris en faux, je pense que les assureurs font de l'assurance transport par le guichet unique, complètement dématérialisé, donc ils savent faire. Les assureurs ont un pool, ce qu'on appelle un pool TPV aujourd'hui, qui est en train de s'informatiser. Donc, moi je pense que malheureusement, les patrons de compagnies d'assurance sont comme tout le monde, hein, c'est des économistes qui sont là pour maximiser le profit. À partir de ce moment-là, la santé est très délicate. Oui, mais il faut le faire. Monsieur Kier, moi je suis d'accord. Hein, écoutez. La rentabilité derrière. Le monde lui-même est en pleine mutation. Edmond d'abord. Okay. Moi je pense que, je comprends très bien le point de Monsieur Weah, mais je veux dire, après ça dépend de la vision de chaque compagnie d'assurance. La mienne, de toutes les façons, a une vocation qui est premièrement sociétale. C'est très important de le préciser. Et en même temps de se faire de l'argent. C'est pas le... Ce qu'on aimerait, c'est que l'État nous encourage à pousser nos initiatives. C'est très bien, ce serait un très bon pas. Et derrière, la simplicité. La simplicité, ce qu'on nous met en place, c'est tout le monde doit comprendre ce qu'il prend
comme assurance. C'est-à-dire, je ne dois pas parler avec toi 5 minutes pour que tu comprennes que cette assurance-ci, elle est importante pour moi. C'est premièrement ce qu'il faut faire. Ensuite, l'accessibilité. Il faut que ce soit affordable, il faut que ce soit moins cher. Ça doit partir du fait que moi, c'est quoi mon pouvoir d'achat? On parlait de pauvreté tout à l'heure. On parlait du fait que la personne n'a que 33 000 francs de salaire mensuel pour gérer sa famille. Combien il peut sortir de là pour assurer que ce soit lui, son épouse, ses enfants? On parlait de ça. Pouvoir d'achat, gérer la demande. La demande, c'est quoi? C'est quoi les problèmes qu'on a? Les problèmes qu'on a en face, c'est les pathologies actuelles qui sont les plus vécues. Pour régler le problème de la couche, la grosse couche. Alors, si on veut aller de manière stratifiée, effectivement, il faut qu'on règle le problème en bas d'abord. D'accord? On engage les centres médicaux d'arrondissement, les CSI en bas, les hôpitaux de district, les hôpitaux régionaux, etc. On règle le problème de façon pyramidale et on s'assure que technologiquement, que ce soit pour le potentiel assuré, on a la technologie. On a les opérateurs de télécom qui sont là, qui ont mis... Vous savez quel est le taux comment je vais dire, de pénétration mobile au Cameroun? C'est extrêmement élevé. On a plus de 80% de personnes qui ont un téléphone. Passer par là pour effectivement faire bénéficier des soins d'assurance aux personnes, c'est un très bon pas. Donc, que la personne puisse de chez elle s'asseoir, avoir compris clairement comment fonctionne une police d'assurance maladie simple qui va soigner son palud, sa typhoïde, etc. Souscrire de son téléphone. Je veux dire, c'est de ça qu'on parle de bridge the gap. La technologie peut être encore beaucoup plus simple. La biométrie dans la formation sanitaire, c'est important. Quand vous arrivez, on parle de carte de santé, mais on connaît les problèmes d'embouteillage qu'on a. Le monsieur qui habite à Bonabéry et qui travaille à Bonamoussadi à 13h, à son lieu de service qui tombe malade, il y a un centre médical derrière, il a oublié sa carte de santé, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit rentrer, la chercher? Ou est-ce que de manière biométrique, il peut aisément aller à la formation sanitaire, se faire authentifier? On sait que c'est monsieur Kinguet qui est là. On le prend en charge de manière intégrale pour une petite prime qu'il aurait payée. Et donc, il en sort, que ce soit avec les examens qui ont été faits, que ce soit avec les médicaments, il en sort sans rien débourser. Je pense que c'est une avancée énorme. Et nous, actuellement, on est en train de travailler dessus. Ça marche. Plus de 300 personnes ont déjà bénéficié de cela. Je veux dire, c'est un point, c'est un pas dans ce process de CSU. Donc l'accompagnement de l'État nous permettrait, les assureurs, les réflexions, c'est clair, les actes, il faut y aller. Donc nous, on fait ce pas-là déjà pour dire, ok, il y a tel produit, de manière simple, voilà comment il fonctionne. Vous y allez de manière individuelle. C'est pas compliqué. Votre prix, c'est le prix du voisin, c'est le prix de celui qui est au nord, de celui qui est au sud, etc. Je veux dire, ça permet d'être beaucoup plus clair et d'apporter une réelle solution à cette problématique. Oui, non, je voulais dire, je ne sais pas si c'est ma dernière prise de parole, mais je voulais dire que je reviens toujours à la santé publique. Lui, il parle même d'accompagnement d'État. Martin parle d'intervention du secteur privé. Moi, je ne demande pas à l'État de nous accompagner. Je demande une régulation positive de l'État. Quand je vous ai dit la vision, le cap. C'est très important. Si vous dites... Parce que Martin parlait de la messe de la FANAF. Moi, j'ai été en 2008 à la FANAF à Bamako. Il y a 11 ans, Martin. Tous les assureurs parlaient déjà de digitalisation et dématérialisation. C'était le mot fin. Il y a 28 compagnies au Cameroun. Aucune ne l'est. De façon objective. Donc, je ne pense pas qu'on ait 28 patrons qui ne comprennent pas le système. Ils ont quand même un niveau de compréhension. Je pense que l'État, c'est comme le permis de conduire. L'État te dit, pour conduire une voiture, il faut un permis. C'est pas elle qui te paye l'auto-école. C'est pas elle qui te... C'est ça la vision, Martin. On a un manque criable de vision. Tu veux faire les choses, tu fixes le cap. Quand tu le fixes, les assureurs vont se greffer à ça. Et je te rappelle que l'État a imposé l'article 13 il y a 4-5 ans. Les gens ne croyaient pas qu'on allait payer l'assurance cash.
Il a fixé le cap, c'est dans le code, terminé. No premium, no cover. Ce que je veux dire, c'est que M. Ouya prend la problématique sous l'angle qui l'arrange. Ce que je veux dire, c'est que les explications que vient de nous donner M. Djimba, Oui, elles sont pertinentes. prouvent clairement qu'il y a une démarche qui est faisable. En On est l'état. en train de dire, pas par l'État, Je dis en l'état En l'état actuel actuel. de l'environnement. c'est clair. façon embryonnaire. Maintenant, il y a 28 compagnies, il est en train de dire que 28, aucune, ne parle de digitalisation. Non, ne parle pas. N'est digitalisé. Effectivement. N'est Non, non, digitalisé. faut pas me prêter le n'est digitalisé. La On a compagnie des sites pour internet, on laquelle peut entrer. travaille votre voisin, Oui. il vient d'expliquer Qu'ils qu'ils ont quoi, un test sur aujourd'hui... 300 clients. C'est Non, pas un non, test. moi, j'en ai mis. Non, non, parler de attendez. test. c'est pas- Non, Je monsieur parle de Ouya. personnes qui ont bénéficié de soins. Monsieur Ouya. C'est- non, c'est d'accord, l'argent, monsieur, l'argent. attendez, Donc, attendez. on peut comprendre. D'accord, Permettez- ça n'a permettez- rien à voir avec un test. Pas tous à la fois. On a plus de 10 000 clients Permettez- dessus. donc, permettez- c'est- permettez c'est que je clairement termine. important. C'est 10 000 clients qui ont quoi? Faut Qui comprendre, ont faut cette se police comprendre. d'assurance-là, individuelle sur la maladie, Voilà. de Donc, manière très claire. je Ils ont peux un contrat continuer digitalisé, Exact. ils ont un contrat Totalement, dématérialisé. totalement. Bon, Totalement. alors, je peux continuer? Oui, allez-y. peut-être. Je disais tantôt que, bon, disons plutôt 27, puisque lui, il est la 28e, qui n'est pas c'est dans une le nouvelle Je suis la compagnie. nouvelle Ok. compagnie. C'est une D'accord, nouvelle d'accord, compagnie, d'accord. Ce que je voulais dire en plus, ok, c'est que... Ils vont se brûler. non, mais ce que je veux dire, c'est que, bien plus, j'ai entendu le docteur Djibet parler de cartes, de cartes, de cartes. Mais nous tous, nous savons que le coût de toutes ces cartes, on sait qui va supporter. C'est pour ça que je dis, de mon humble avis, la biométrie, effectivement, qui est une très bonne chose, elle-même est un élément suffisant d'identification dans tout le parcours client dans l'écosystème médical. Il suffit d'avoir la bonne technologie et de mettre les bons outils dans le réseau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous êtes affilié à la clinique du docteur Djibet? Alors, question de Le sortie. rapport avec ce que je viens Non, de je veux dire. savoir si ces clients qui sont digitalisés Non, ont, pas la clinique ont la du docteur. biométrie Non, non. chez vous, docteur. Non, 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 non. il Pour la parle, simple il parle unique raison- notamment de petits clients. Mais, C'est des monsieur étapes. Ouya, Et je je pense pense qu'on qu'on a est débat, d'accord monsieur au Ouya. débat. Le débat n'est pas là. Question de Non, sortie. c'est parce que Il faut ne personnalisons pas comprendre. le débat. Non, Disons voilà. aux citoyens camerounais Ce ce qu'on qui dit est qui est faisable. faisable. C'est ce qu'on C'est dit, ça. que voilà une compagnie qui a mis sur le marché. Ok. Apparemment, il a les statistiques. Ok, et c'est faisable. C'est de ça qu'on parle. D'accord. Ok. Question, Maintenant, ce qu'on dit. pour question de terminer- sortie. Non, c'est les Elle 26 paraît- autres qui sont mauvaises. Question non. de sortie, elle paraît non, simple. c'est Je pas veux ça. simplement sortir de ce débat en toute sincérité, interroger votre état d'esprit. Êtes-vous optimiste, pessimiste, serein quant à la mise en œuvre, on ne parle pas de délai, d'une couverture santé universelle au Cameroun? Je veux dire, est-ce que réellement c'est Ceux un qui- projet, ceux qui sont là. c'est un projet qu'on peut mettre en œuvre? Peut-être si oui en un mot, comment? Martin, je commence peut-être par vous. Ok. Moi, ce que je veux dire, c'est que je suis optimiste, mais à une condition. À deux conditions, je veux dire. La première des conditions, c'est que ce ne soit pas un projet de l'État. Parce que dès qu'on commence à dire c'est un projet de l'État, c'est faussé complètement. Tant sur le plan organisationnel que sur le plan Donc là, structurel. vous et créez même davantage la du physique. gouvernance. Non, non, je ne parle pas de gouvernance, je parle d'approche globalisante. D'accord. Voilà, par exemple, l'initiative dont parlait M. Djemba. Je ne sais pas s'il était au courant de ce type d'offre. Ok. Et la Mais deuxième? La deuxième, c'est que ce soit un phasing bien coordonné et cohérent. C'est-à-dire que, je crois que le docteur l'a dit aussi, ça ne peut pas se faire, boum, c'est pas possible. Il faut qu'on commence par l'accès aux soins de santé de base, c'est-à-dire la base de la pyramide. Les CSI, les CMA, qui sont les unités les plus petites de notre carte sanitaire, C'est le CS. quelle est leur répartition géographique et quel est le contenu en termes de plateau, quoi. En fait, en des termes simples, que peuvent soigner les CMA. On commence par là. Voilà. Ok. Voilà, ok. Je peux continuer? Non, il termine. Ah, il termine. Il termine. Allez-y, terminez, mais vraiment Mais docteur, vous me le faites sans anesthésie. hein. en 30 secondes. Donc, je Non, crois non, que c'est un phasing On termine cohérent. dans 7 minutes. C'est un phasing cohérent et qui va permettre donc d'aboutir à un maillage qui D'accord. permet au moins de commencer sur la base. Merci, Martin. Le mot de fin.
Monsieur King est très éloquent, il parle bien. Vous comprenez, mais... C'est un compliment, merci. Non, c'est un compliment. mais je veux dire... Oui, vous allez le faire. Oui, je suis... c'est une question difficile. Vous êtes optimiste. Bon, c'est-à-dire, je suis optimiste puisque j'ai travaillé sur le projet longtemps. J'y crois. Et l'organisation des soins au niveau de l'État, c'est-à-dire que si nous parlions d'une couverture santé au niveau départemental ou au niveau régional, j'aurais pu accepter que ce soit pas l'État qui porte le projet. Oui. Mais ici, nous parlons de couverture nationale. Il faut savoir que nous avons... L'État est déjà organisé. L'État est déjà organisé sous forme de... Puisqu'on a l'air de l'implémentation de la décentralisation, vous y voyez dans un mécanisme comme celui-là? Oui, évidemment. Des caisses régionales de maladie, d'assurance. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que dans le raisonnement que nous avions fait, il fallait éviter une centralisation complète de cet organe. Il faut absolument régionaliser, c'est-à-dire qu'il y a des comptes à rendre à l'organe central, mais les régions sont suffisamment autonomes pour qu'une facture qui part de l'Ogbaba ne doive pas traverser pour aller à Yaoundé pour être payée. C'est-à-dire qu'au niveau du district déjà, le chef de district gère, et puis au niveau de la région, les gars, ils sont sur place, ils gèrent les factures qui arrivent. Donc cela fait qu'il y a une célérité entre les soins que vous avez octroyés, le remboursement que la caisse vous fait, et ça permet de renouveler les entrants, de pouvoir donc être autonome et de continuer à travailler. Donc je pense sincèrement qu'en faisant de manière séquentielle, comme j'ai dit, en commençant par la base, parce que c'est là où se trouve le plus gros de la population, des petits centres, des petites pathologies, mais qui sont bien gérés. Exact. Soins de qualité au bas niveau. Soins de qualité au bas niveau. Exceptionnellement, vous reviendrez après. Soins de qualité. Oui, non, il peut plus. Juste pour dire, sur le plan processuel, là où je dis qu'il doit avoir même un change au niveau du mindset. Vous voyez, le docteur parle de facture et de remboursement. Moi, dans mon concept processuel, c'est qu'on paye le ticket d'entrée et il n'y a plus de remboursement. On paye la facture de la prestation. Comme à l'époque, il y avait la cantine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne rembourse pas le bénéficiaire, non? C'est que tu payes plutôt le ticket d'entrée. Et on te rembourse, on paye la prestation. Non, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Permettez le ticket d'accès qui couvre toute une forme la de ticket d'accès qui te rend éligible aux soins et à la couverture. D'accord. Le nombre... En tout cas, j'aurais pu développer. Non, si vous ne comprenez pas, c'est qu'il a mal expliqué. Donc, je l'ai. Pour terminer, mot de sortie sur votre... C'est comme le Cameroun, hein. Si vous ne comprenez pas, c'est qu'on vous a mal expliqué. Non, j'étais en train de dire que, moi, c'est deux choses simples. Première chose, l'interrogation que vous aviez sur la régionalisation. D'accord. Sachez que la santé, qu'on le veuille ou non, est un système global, parce qu'on ne sait pas où on tombe malade. On ne sait pas. Exactement. Vous allez à Marois, vous promenez, vous tombez malade. Il faut qu'on vous soigne et il faut que le système, là je parle un peu comme un assureur, que le système que l'assureur a mis en place puisse vous accepter. Exact. Maintenant, je reviens à l'optimisme. Moi, je suis terriblement optimiste. Voilà. Terriblement. Non, les gens qui parlent d'autoflagellation, non, je sais comment ça fonctionne. Sur 9 candidats à l'élection présidentielle dernière, il y en a 6 qui ont parlé de ce système de santé universel. Je suis optimiste. Il suffit de changer les boulons, c'est tout. Et on le fait là, en un an. Même sa digitalisation dont il parle, il le sait. Il le sait. Des pays moins intelligents que nous, moins capés que nous l'ont fait. Il parle de digitalisation, c'est une volonté. Il parle de mobile money, il le sait. Moi, j'ai participé à des projets de mobile money au Cameroun qui ont mis des années. Quand vous regardez les chiffres, à chaque fois, et je crois que le chef de l'État l'a dit, pourquoi ce que les autres font, on n'arrive pas à faire? C'est tout. Donc il n'y a pas, on ne parle pas de choses qui sont sur la lune. Ça s'est fait au Rwanda. Moi j'ai été au Rwanda. Junior Djemba, pour terminer. Très bon point. Le Rwanda. Vous optimiste. Oui, parfaitement. Oui, si le Rwanda a pu le faire. Le Rwanda a plus de 91% de personnes couvertes. On lit les médicaments par drone. C'est la vision du guide. Je pense que
je suis plus qu'optimiste parce que de toute façon, nous, on a compris de toutes les façons. Dans mon groupe, on a compris de toutes les façons qu'on a notre part, notre partition à jouer. Okay? Et on a enclenché le processus. Le coup de pouce de l'État nous permettra d'aller encore plus loin. On le dit peut-être, parce que la réalité c'est que on parle d'assurance 2%, etc. Il faut qu'on précise que c'est que dans les zones urbaines. Hein. Le Cameroun, c'est 57% d'urbanisation, mais en fait c'est 43% de la population qui est en zone rurale. Aucun là-bas n'est assuré. Alors quelques-uns quand même, quelques-uns. Les forestiers. Encore qui je veux dire, il faut être assuré. Je vous ai dit que je vends des assurances par des établissements de microfinance qui sont dans des zones rurales. Il faut qu'ils puissent bénéficier des soins. C'est de ça que je parle. Je parle de bénéficier parce que les assureurs... c'est qu'ils soient optimistes. Voilà. D'accord. C'est clair. Je pense que la décentralisation dont on parle, c'est que l'assureur puisse aller en zone rurale. Non, c'est clair, c'est clair. Et soigner ces gens chez eux. Parce que quand on parle de cette mobilité-là, le mec qui est à Douala, qui demain se retrouve à Maroua, à Kayélé, à qui aussi était Serra, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il devrait revenir à Douala ou à Yaoundé pour bénéficier de soins parce qu'il est assuré, etc. Non, il faut que la formation sanitaire du coin puisse le prendre en charge. La biométrie. Merci Edmond Junior. Non, mais merci. toute compagnie sur le marché qui se respecte. Merci Nicolas Ouéa. Sur la digitalisation. Merci Dr Jules Djebet. Merci Martin Kingen. Ben, je croyais pouvoir éviter un débat politique ce soir. On a terminé par la décentralisation. Finalement, il faudrait qu'on l'a effleuré. Nous vivons. On l'a effleuré. Il faudrait qu'on l'accélère, quoi. Ouais. Merci à vous, messieurs. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette émission qui était consacrée à l'assurance santé au Cameroun. On a essayé de parler également de ce projet gouvernemental, la couverture santé universelle. Merci, à mardi prochain. Bonsoir.